Alors, c'est quoi la théorie du tout? Parce qu'on a du mal à comprendre. Alors voilà, avant de parler de la théorie du tout, il faut essayer de parcourir la crise de l'astrophysique contemporaine. Oui, parce que ça serait la théorie du rien, apparemment. Oui, mais alors, la théorie du tout, c'est une sorte de clé de voûte d'une construction complètement vide, quoi. Vous construisez un truc avec du rien, et après vous mettez la théorie du tout dessus, quoi. J'ai fait mes jeux. Alors, comme moi je me suis intéressé à l'astrophysique théorique, j'ai fait ça sous le parrainage de Lichner-Horwitz, mathématicien, qui trouvait que ce que je faisais était intéressant. Et en fait, tout de suite, sans le savoir, j'avais marché sur les traces de Chandrasekhar. Chandrasekhar, vous savez, qui est mort, qui est un grand nom d'astrophysique, un type formidable, un Indien. Et il avait travaillé sur cette équation de Vlasov. Bon, peu importe ce que c'est, parce que si on commence à rentrer dans les détails. Mais pourquoi ce que j'avais fait avait intéressé Lichner, c'est que j'avais suivi un peu la même démarche que Chandrasekhar, sans le savoir d'ailleurs, mais j'étais parti directement en calcul tensoriel. Ce qui fait que des calculs qui faisaient 1 mètre de long, ça se compactait de manière extrêmement élégante, avec une écriture bizarroïde, avec des croix, des flèches, des petits ronds. Enfin, quand j'écrivais ça au tableau, le copain se disait, mais qu'est-ce qu'il fait? On aurait dit du japonais, quoi. Mais ça marchait très bien. Et ma foi, alors, les galaxies, ce sont des systèmes stellaires autogravitants. Au départ, on peut les considérer comme des ensembles de points masses qui interagissent et qui orbitent dans leur propre champ de gravité. C'est ça qui est compliqué. Alors, pourquoi est-ce que cette physique est très très déconcertante? Bon, vous savez que les étoiles dans une galaxie forment un milieu très serré. On a l'impression que c'est très raréfié. Et en fait, quand on regarde ça avec l'œil de Sirius, c'est un gaz. Hein. Ça peut vraiment être considéré comme un gaz. De 100 milliards d'étoiles, je ne sais plus combien, mais enfin, c'est énorme. Et dans la pièce où nous sommes, il y a de l'air, il y a des molécules d'air. Et ces molécules d'air, si on prend un petit cube d'air comme ça, tout d'un coup, on peut mesurer la vitesse instantanée. Chaque molécule d'air va dans ce sens-là, dans ce sens-là. Donc je peux, à ce moment-là, faire une statistique en disant, je prends un cliché de ces n molécules d'air. Première chose, c'est isotrope. C'est-à-dire que le vecteur vitesse, il a la même valeur moyenne dans toutes les directions. Hein. Ensuite, la distribution de vitesse, elle est maxwellienne. Maxwellienne, ça veut dire que les molécules, il y en a des lentes et des rapides. Et puis vous avez une distribution en courbe de Gauss, comme ça. Il y a une vitesse moyenne qu'on appelle la vitesse d'agitation thermique. Puis après, il y en a des lentes et des rapides. C'est centré autour de ça. Mais ce qui est important, c'est que cette distribution est très proche de l'équilibre thermodynamique, qui veut dire isotropie et maxwellienne. Et en plus, toutes les températures, les espèces sont égales. Si vous prenez une espèce, les molécules d'azote, les molécules CO2, les molécules tout ce que vous voulez, vous allez avoir 1,5 de MV2 qui est l'énergie cinétique d'agitation thermique. Bon, dans l'air que vous respirez, toutes les molécules légères ou lourdes ont la même vitesse d'agitation thermique, la même température. Donc on est proche de l'équilibre thermodynamique, et quand on fait quelque chose, comme par exemple d'agiter ce truc dans l'air, on va perturber cet équilibre, mais très peu. Donc on peut utiliser une méthode perturbationnelle, c'est-à-dire partir d'un état d'équilibre et puis faire des mathématiques un petit peu autour. C'est très commode, ça permet de linéariser, vous voyez, un truc comme ça. Et à l'astrophysique, que dalle, c'est pas maxwellien, c'est pas isotrope, c'est pas du tout à l'équilibre, donc on n'a rien à quoi s'accrocher. On est obligé de partir dans une non-linéaire tout de suite. Donc mathématiquement, on ne comprend pas quelle est la thermodynamique du bazar, quoi. En plus, pourquoi? Parce que l'air qu'on respire, il est collisionnel. Les particules se rentrent dedans, elles interagissent deux à deux, elles ont un libre parcours moyen qui est très court, tandis que le milieu galactique est non collisionnel. Les étoiles ne se rencontrent pas. Ça, c'est intéressant parce que... Sauf les météorites. Ah oui, mais c'est... Non, mais je veux dire, les étoiles,
mettons-nous au niveau stellaire. Les étoiles, c'est des trucs qui sont à 1, 2, 3, 50 années-lumière de distance. C'est pas un système planétaire. Vous savez que, quand vous me parlez de météorites, le système solaire, c'est grand comme une pièce de 20 centimes à l'échelle de la place de la Concorde. Hein, les étoiles sont la plus proche étoile est à 4 années-lumière. Alors que notre système solaire, quand vous prenez les planètes, ça se chiffre en minutes-lumière. Hein, je crois que Mars doit être à 8 minutes-lumière. C'est pas une année. Donc, vous faites le rapport entre les minutes-lumière et les années, vous avez la taille du système solaire par rapport aux distances des étoiles. Donc, les étoiles sont très... Vous appelez une étoile pour bien comprendre? L'étoile, c'est un objet qui émet de la lumière, c'est le Soleil. Ouais. Le Soleil est une étoile, c'est même l'étoile la plus banale de notre galaxie, quoi, l'étoile standard. Quoi. Alors après, il y a des étoiles massives. Je crois que c'est intéressant, au fil de cette interview, de parler un petit peu astrophysique, on a le temps. Hein, donc là, je vais pouvoir expliquer des choses aux gens. Oui, parce qu'ils doivent comprendre pourquoi la théorie du tout et la théorie du rien. Ah oui, non, là, ils ont complètement lâché les pédales. Ils sont dans la schizophrénie complète. C'est magnifique. Alors donc, première chose, donc on a un système autogravitant. En plus, c'est non collisionné. Il n'y a pas de collision. Alors, pas de collision, ça veut dire que ce qu'on appelle une collision, c'est pas forcément que les objets se rentrent dedans. C'est simplement qu'ils passent suffisamment près l'un de l'autre et leur trajectoire. Comme ça, c'est déjà le mot anglais, c'est encounters, c'est-à-dire rencontre. Hein. Donc il n'y a pas de rencontre. Ce qui fait que si vous prenez le Soleil, à l'échelle de la durée de vie de l'univers, pendant 15 milliards d'années, il ne s'est jamais aperçu qu'il avait les doigts. Alors prenez un exemple. Dans ma bande dessinée 1000 milliards de soleils, j'ai utilisé un modèle qui est pas mal. Imaginez un matelas en mousse, et là-dessus, vous mettez des plombs de chasse, des objets pesants. Donc à ce moment-là, ces objets, ils vont tendance à créer une petite cuvette. Et puis même, alors évidemment, s'ils ne tournent pas, il va se produire un phénomène et tous les plombs vont se mettre dans une même cavité. Alors, imaginons qu'on déverse des plombs de chasse sur ce matelas et en plus, on leur donne un mouvement de rotation, ce qui fait qu'ils vont créer un système dans lequel ils courbent le matelas, donc ça représente le champ de gravitation, et en même temps, la force centrifuge leur permet de se maintenir à l'extérieur. Mais vous voyez bien que chaque petit plomb va créer une mini-cuvette. Et à ce moment-là, une collision, ça veut dire qu'un plomb est passé à côté, comme au golf, à côté de la petite déformation donnée par un des autres plombs. Ben là, c'est pareil pour les étoiles, elles s'ignorent complètement. Donc prenez un plomb de chasse dans une situation telle que, au lieu d'avoir un matelas en mousse qui fait 2 mètres sur 2 mètres, il ferait 50 mètres sur 50 mètres, vous les lâchez, le plomb de chasse ne sera jamais dévié par un autre plomb. Il ne perçoit que le champ général. C'est un concept intéressant en tant que ça. Alors, même en modélisant une galaxie sous forme d'un ensemble de points masses comme ça qui interagissent les uns avec les autres, eh bien, on n'a pas été fichu de construire un modèle de galaxie. Alors ça, c'est quand même extraordinaire parce que en physique, on a fait des modèles d'atomes quand même. Hein. Les modèles de molécules, on est censé avoir des prises sur un nombre de problèmes. Et là, rien. On n'a rien. Enfin, on n'a rien. Si, on a les solutions elliptiques de l'équation de Laser, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, et on a des sortes de quasi-solutions. Et il y a un problème fantastique qui s'appelle l'inexistence de solutions. C'est assez facile à imaginer. Donc, on a des solutions qui sont des fonctions qui dépendent de 1 à 2 à 3, 20 paramètres. Et à ce moment-là, ben, on va mettre ce type de solution dans la moulinette de calcul et puis dire mon système éclate en 21 équations linéaires et partielles. Quand on prononce ce mot-là, déjà, ça fait peur. Mais grâce au calcul tensoriel, on arrive à se débrouiller avec tout ça. On voit des choses chatoyantes apparaître. Et puis, il y a la 21e équation, c'est du genre A0 carré plus A1 carré plus A2 carré, et hop, tout ça égale 0. C'est-à-dire que le pull à verre se détricote complètement au dernier moment. C'est assez curieux. Bon, ça mérite quand même qu'on s'attache à ça. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie qu'on a mal considéré le problème. Et ça signifie en fait que, moi je pense, c'est une conjecture,
j'ai essayé d'en parler d'ailleurs un peu avec le gars qui était médaillé de maths, puisque lui, son domaine, c'est la théorie physique des gaz. Ça, c'est un problème vraiment qui mérite la médaille Fields. Pas ce qu'il a fait, lui. Il a fait une compilation, c'est rien. Ça, c'est vraiment intéressant. En fait, je pense que si on traitait le problème c'est vraiment un problème mathématique, cette solution de Vlasov et de Poisson, avec les ensembles de masses opposées, il y aurait existence de solution. L'inexistence de solution, ça veut dire que vous n'avez pas bien formulé le problème, il vous manque une donnée. Et alors, là, voilà déjà la façon dont le système réagit théoriquement en disant non, je ne vous donne pas de solution parce qu'il y a quelque chose qui vous manque, c'est tout. Bon. Et alors, au point de vue observationnel, c'est encore pire. Et lorsque je suis rentré à l'Observatoire de Marseille en 1974, on commençait à faire des mesures de vitesse de gaz dans les galaxies. Alors, une galaxie, il faut imaginer que c'est un ensemble d'étoiles qui ne se rencontrent pas, qui ont un certain mouvement de rotation. Et les galaxies elliptiques sont 10 fois plus lourdes que les galaxies spirales. Et elles ont une chose étrange, c'est qu'elles n'ont pas de gaz. Elles sont très pauvres en gaz. Alors que les galaxies spirales, elles ont une couche gazeuse. Cette couche gazeuse, sans doute les gens qui écoutent ça n'ont pas vu ça dans les bouquins. En fait, c'est très mince. C'est l'équivalent d'un microsillon. C'est-à-dire qu'une galaxie, ça fait, je ne m'en rappelle plus, 100 000 années-lumière de diamètre, ou 10 000, je ne m'en rappelle plus. Et l'épaisseur, c'est 300 années-lumière. Donc c'est vraiment très très mince, quoi. Et pourquoi ces galaxies ont du gaz et pourquoi les autres n'en ont pas? Alors là, moi j'ai une théorie personnelle. Il y a des choses que j'ai faites qui donnent des résultats tangibles. Et là, c'est pas une spéculation. C'est que quand j'ai ma propre opinion sur la façon dont naissent les galaxies. Et en fait, les gens qui ont voulu étudier ça ne tiennent pas compte de l'expansion de l'univers. Alors, il y a un truc, c'est que lorsque vous regardez la plus proche galaxie, qui est Andromède, c'est très intéressant de se forger une image mentale à distance. Elle est exactement comme un petit poids à bout de bras. C'est vrai qu'on ne la voit pas systématiquement à l'œil nu. Puis quand on a un télescope, on ne sait plus quoi et tout ça. Mais c'est le petit poids à bout de bras, vous voyez. Donc c'est assez dilué comme truc. Mais il faut comprendre une chose, c'est que quand on sait que les galaxies existent depuis un âge très reculé, qu'on va les trouver à 100 000 années-lumière, 100 000 ans d'âge, un truc comme ça, à ce moment-là, Andromède, on avait en pleine figure. Je veux dire, tous ces objets-là étaient tassés. Et l'image du milieu galactique au moment de la formation des galaxies, le serrage, c'est les grains de raisin dans une grappe. Donc, voilà, là-dedans, un phénomène, je dirais même que les astrophysiciens souvent n'ont pas compris, c'est qu'au moment où les galaxies se forment, elles forment un système collisionnel. Tout à l'heure, on parlait des systèmes qui sont collisionnels et qui ne le sont plus. Ça dépend de l'époque. Dans l'univers primitif, les trucs sont tellement serrés que l'univers est collisionnel. En particulier, comme cet univers est collisionnel, les objets se forment et ils se frôlent les uns les autres, et c'est l'origine du mouvement de rotation des galaxies. Moi, j'ai entendu dans des colloques que les galaxies tournent, on ne sait pas pourquoi. Ben si, elles tournent parce que... Pourquoi? Alors, c'est intéressant. Dans l'air que vous respirez, il y a des molécules, CO2 par exemple, qui ont un moment, qui peuvent avoir un axe de rotation. Et les collisions entre molécules leur font échanger de l'énergie sous différents modes. Alors le premier, c'est la vitesse de translation. Moi, c'est l'énergie thermique, cinétique thermique. Puis la seconde, c'est les vibrations. Les molécules ont différentes façons de vibrer et on a une énergie de vibration. Puis la troisième, c'est une énergie de rotation. Et à l'équilibre thermodynamique, on a équipartition de l'énergie. C'est-à-dire que lorsqu'on prend statistiquement tout ce qui se trouve dans l'air qui nous entoure, eh bien,
l'énergie est répartie également suivant la translation, la rotation et la vibration. Et à ce moment-là, lorsque on a ce milieu galactique primitif avec ces galaxies qui sont collisionnelles, ça va se constituer comme un gaz qui tend vers un état d'équilibre. Et c'était un état d'équilibre, s'il n'y avait pas eu l'expansion de l'univers, les galaxies auraient eu des vitesses d'agitation les unes par rapport aux autres, et puis des vitesses de rotation, et tout ça se serait équilibré. Mais l'univers est parti en expansion, les collisions ont cessé, donc on a un état d'hors d'équilibre. Le cosmos est hors d'équilibre thermodynamique. L'équilibre n'a pas pu se former, parce que mais il est resté quand même de rotation. Alors ensuite, quand les galaxies se forment, elles ont différentes masses. Il y a un spectre de masse, il y en a des lourdes et des légères. Et il y a une chose, moi j'aime pas beaucoup quand les gens disent qu'on sait. Hein, ça c'est Braille qui dit on sait que ceci, on sait que cela. Bon, disons qu'on suppose, quoi. C'est vrai que il y a des étoiles primitives qui se forment. Et dans notre galaxie, on a différentes populations d'étoiles, très différentes les unes des autres. On a des étoiles anciennes qui, à ce moment-là, ont des âges énormes, même qui sont de l'âge de l'univers. C'est vraiment Et par exemple, dans ces étoiles primitives, ce sont celles qui constituent les amas globulaires, comme l'amas d'Hercule. L'amas d'Hercule, c'est une sorte de mini-galaxie, elle toute seule, une population. Il y a quand même 100 000 étoiles là-dedans. Et ça, ce sont les étoiles primitives, les plus anciennes possibles. Puis après, on a des étoiles secondaires qui sont nées. Et alors, comment on classe les âges des étoiles? On classe ça avec leur métallicité. Parce qu'au départ, dans le cosmos, il n'y a que de l'hydrogène. Donc les étoiles primitives, elles sont constituées d'hydrogène et d'hélium, et puis après, la fusion s'y trouve, et puis elles vivent leur vie, quoi, disons. Et puis après, les étoiles de deuxième génération, elles se forment non pas avec l'hydrogène primitif, mais avec les trucs qui se sont formés. C'est-à-dire que quand vous avez un nuage de gaz interstellaire, ce nuage de gaz interstellaire, il contient les éjectats des étoiles. Quand on prend le Soleil, il a un vent solaire, mais une étoile a aussi un vent stellaire. Elle émet du gaz, et ce qu'elle émet, c'est tout ce qu'elle fabrique. Tous ces débris de fusion, y compris. Alors, les débris les plus lourds, c'est fabriqué par les supernovae. Les supernovae, ce sont les spores du cosmos. Ce sont des étoiles très lourdes, qui ont des durées de vie très faibles. Je ne sais pas, quelques millions d'années, boum, ça explose. Et à ce moment-là, dans cette explosion, c'est ça qui est magnifique, c'est que ça crée toute la table de Mendeleïev d'un coup. Et si quelqu'un pouvait être à proximité d'une supernova qui vient d'éclater, on pourrait dire tout est radioactif. C'est-à-dire que comme ça crée n'importe quoi, l'uranium 235 c'est créé aussi par une supernova. Et en fait, ce qui reste comme atome dans la table de Mendeleïev, c'est ce qui est stable. C'est-à-dire que ce qui est instable a disparu. Donc, c'est la sélection naturelle. Oui, exactement. Disons que dans cette sélection, il y a une sélection naturelle atomique qui fait que ne subsiste que ce qui a suffisamment de stabilité. Par exemple, prenez l'exemple le tritium qui a 12 et quelques années de durée de vie. Bon, vous ne le trouvez pas à l'état naturel parce qu'il est décomposé. Il n'y a pas de phénomène pour le reconstituer comme ça aussi facilement, ou rarement, quoi. Je sais pas. Tandis que, pourquoi est-ce qu'il y a de l'uranium 235? Parce qu'il doit avoir 4,5 milliards d'années de demi-vie, donc ça y est, il a pu subsister. Alors par contre, les supernovas en éclatant, elles émettent des tas de trucs radioactifs qui se décomposent. Et alors tout ça, on se retrouve avec une soupe très variée, et ça va se mélanger au gaz interstellaire, et ce gaz par instabilité gravitationnelle va former de nouvelles étoiles, mais cette fois, ces étoiles contiennent des éléments lourds, dont des métaux. Alors quand on observe le spectre d'une étoile et que là-dedans on trouve des raies qui correspondent à des matériaux qui sont autres que l'hydrogène, c'est une étoile qui est beaucoup plus récente. C'est pas une étoile primitive. Les étoiles primitives n'ont que les spectres hélium-hydrogène. Et alors avant de venir à la théorie du tout, parce que forcément c'est lié, j'ai juste une petite question sur la vision de Trinh Xuan Tuan, donc, qui est un autre astrophysicien qui travaille au laboratoire de Virginia. Lui, il dit que l'univers n'existe et la vie n'existe que parce qu'il y a un nombre
vraiment quasiment improbable de possibilité que ça existe. Donc c'est forcément que... Bon, ça, c'est l'idée de Brandon Carter. Comment ça s'appelle, la théorie anthropique. C'est une idée comme ça qu'il a lancée. Dans l'univers, les objets ont certaines valeurs, la charge électrique a telle valeur, la masse du proton a telle valeur, etc. etc. Et puis, on s'aperçoit que si on commence à bricoler et qu'on change ces valeurs, à ce moment-là, les étoiles ne se forment plus, etc. etc. Donc, quand on reprendra la phrase qu'on avait imaginée tout à l'heure, c'est bien pensé, quoi. C'est ça. Bon, ben, quand il est bouddhiste, voilà une idée sur laquelle on ne saurait se prononcer. On pourra être amené à se demander, comme disait Heidegger, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien du tout? C'est ça. C'est ça. Et donc, pour en venir à la théorie du tout, qu'est-ce que c'est la théorie du tout? Est-ce que vous avez besoin de faire d'autres explications? Moi, j'ai envie, je préférerais, on a quand même un peu de temps pour parler de tout ça, donc dans cette naissance des galaxies, il y a des étoiles primitives qui se forment, et moi, j'adhère un peu à cette idée comme quoi il y a une espèce de formation brutale d'une grande quantité d'étoiles qui font four à ce moment-là. Et elles font four, et à ce moment-là, elles chauffent le gaz interstellaire résiduel, et à ce moment-là, il y a deux cas de figure. Soit la galaxie est lourde, et à ce moment-là, le four est tellement intense que les particules acquièrent des vitesses qui dépassent la vitesse de libération, et la galaxie perd son gaz. D'où les galaxies elliptiques, qui sont très pauvres en gaz, parce qu'elles ont tellement chauffé qu'elles se sont débarrassées des gaz interstellaires. Soit alors, les galaxies sont plus légères, et à ce moment-là, pendant cette phase très violente où il y a beaucoup d'émissions d'énergie, le gaz interstellaire est chauffé, mais la vitesse d'agitation de ces éléments n'est pas suffisante pour lui faire quitter la galaxie. Donc à ce moment-là, on va avoir l'image d'une galaxie primitive où on a un objet quasi sphérique qui ne tourne pas, hein, et autour duquel il y a un halo sphéroïdal aussi. Et ça, c'est l'époque où les galaxies sont encore très proches, comme les grains de raisin dans la grappe. Et à ce moment-là, elles vont se frôler, et à ce moment-là, ça va donner une vitesse de rotation au disque. L'image que j'ai donnée dans la bande dessinée, 1000 milliards de soleils, c'est une grande poêle à frire dans laquelle vous avez des œufs sur le plat. Et dans un œuf sur le plat, vous avez le blanc et le jaune. Puis vous imaginez qu'elle est bien huilée, que les œufs se baladent comme ça. Et à ce moment-là, quand ils se baladent, ils se frôlent, ça fait tourner les blancs, mais pas les jaunes. Donc imaginez que le blanc de l'œuf est désphérique et jaune, vous avez à ce moment-là des œufs sur le plat, où le blanc tourne, mais pas le jaune. Bon. Et moi, je dirais qu'une chose comme ça, on en a une preuve observationnelle. Quand vous prenez la population des étoiles les plus anciennes, ce sont les étoiles des amas globulaires. Les amas globulaires, sans être astronome fanatique, vous avez tous vu ça dans un bouquin, c'est donc cette espèce de petit paquet dans lequel on a 100 000 étoiles, etc. Je crois que notre galaxie en possède 400, quelque chose comme ça. Donc on a, avec ces amas globulaires, une image fossile de la galaxie dans son état le plus ancien. Et ces amas globulaires forment un ensemble sphéroïdal qui ne tourne pas. Très intéressant, ça. Et c'est en cherchant le barycentre, le centre de gravité de ces 400 amas, qu'on trouve le centre de la galaxie. Comme ça qu'on le détermine, quoi. Donc, on a l'image de cette galaxie qui est beaucoup moins étendue que l'ensemble de la galaxie spirale qu'on connaît. Donc, dans cette image-là, au moment où les galaxies commencent à s'éloigner, il y a un sphéroïde d'étoiles qui se sont elles-mêmes constituées en sous-galaxies, qui sont les amas globulaires. Et puis, on a ce disque cet ellipsoïde plutôt, qui a acquis un certain mouvement de rotation, hein, qui va conserver, qui correspond à un tour en 100 millions d'années. Et puis, ce disque va se refroidir, et il va se refroidir par rayonnement, et à ce moment-là, son devenir, c'est de s'aplatir. Et c'est pour ça qu'il s'aplatit comme une crêpe. Et vous avez un exemple de système
où on a eu un aplatissement complet, c'est le disque, c'est les anneaux de Saturne. Les anneaux de Saturne, observationnellement, c'est-à-dire quand Saturne se présente par la chance, c'est toujours si on le voit, quoi. Je veux dire que je ne sais pas comment on évalue l'épaisseur des anneaux de Saturne, mais c'est vraiment extrêmement mince. Et pourquoi? Parce que, imaginez, je viens avec une lampe infrarouge énorme, et je chauffe les anneaux de Saturne. Donc ces blocs de glace vont se vaporiser, il va y avoir des forces de pression, ça va continuer à tourner, mais mes anneaux vont se transformer en tore, hein, comme un boudin, quoi. Puis après, si j'ai ce boudin de gaz, si je le laisse refroidir par royaunement, il va s'aplatir de dos. Donc là, s'il n'y avait pas eu le mécanisme des étoiles secondaires, le gaz interstellaire serait devenu, je ne sais pas, quelques années-lumière d'épaisseur, un truc complètement... Seulement, il y a une chose, c'est que lorsqu'il y a aplatissement de ce gaz, il y a une compression, on augmente en densité, et à ce moment-là, des étoiles secondaires se forment. Et ces étoiles secondaires se forment, elles regonflent le disque. Pas beaucoup, il fait 300 années-lumière, mais on a un phénomène homéostatique, c'est-à-dire que le disque galactique conserve sa forme, parce que quand il a tendance à se dégonfler, pouf, il y a une étoile qui naît, quoi. Et là, il y a un mécanisme, justement, que les théoriciens n'expliquent pas. Alors, s'ils ne l'expliquent pas, c'est qu'ils ne le comprennent pas bien. Ça, on trouve ça dans les bouquins. Il y a cette espèce de métabolisme. Je ne savais pas que ça se comporte comme un être vivant, mais il y a un truc très marrant, par exemple, c'est que je vois une galaxie spirale devant moi, imaginons qu'elle fait 1 mètre de diamètre, je prends un énorme pelle à tarte et je découpe un morceau, quoi. Ça va cicatriser. C'est-à-dire que cet objet a tendance à retrouver sa forme, à recréer. Donc là-dedans, il y a toute une mécanique qui est assez complexe. Et même les gens qui font des simulations, ils vont un peu perdu même la prise sur ce genre de choses. Parce qu'on a souvent lu que dans le corps humain, par exemple, où l'infiniment petit rejoignait l'infiniment grand. Oui, ça c'est un peu une idée comme quoi les orbites électroniques, ça simule, je ne sais pas, je trouve que c'est un petit peu... Le problème d'une idée, c'est est-ce qu'elle est opérationnelle? Est-ce qu'elle sert? Ça, c'est une idée philosophique, mais est-ce qu'on s'en sert? Pas vraiment. Parce que tout ce dont vous venez de parler, ça ne se retrouve pas dans les grands documentaires qu'on voit sur la question? Non, pas tellement. Hein. Vous ne voyez pas des choses comme ça. Vous voyez comment dire, vous voyez le constat, et personne n'explique le pourquoi. Vous n'avez pas entendu parler de modèles de naissance des galaxies, ni même pourquoi ces galaxies ont du gaz ou pas. On vous dit il y en a qui ont du gaz, il y en a qui n'en ont pas, mais on n'explique pas pourquoi. Moi, je pense que c'est parce que les galaxies massives ont chauffé tellement leur gaz que le gaz a foutu le camp. Et il y a un truc très marrant, c'est que lorsqu'on prend les galaxies, elles sont souvent rassemblées en amas. L'amas Coma, l'amas Virgo, il y a carrément 1000 galaxies comme ça. Et les astronomes ont affiné leurs mesures, justement grâce à l'astronomie spatiale, parce qu'à partir de la Terre, on ne peut pas faire de l'astronomie en rayon X. L'atmosphère bouge ça, donc c'est grâce à des télescopes en orbite qu'on a pu mesurer des tas de trucs comme l'émission de rayon X. Et à ce moment-là, apparition d'une donnée nouvelle, entre les galaxies, il y a du gaz, et ce gaz émet des rayons X, il est à très haute température. Et moi, je me rappelle d'un colloque, mais c'était quand même en 2000, où il y avait Blanchard qui disait eh bien, nous voilà avec du gaz interstellaire chaud et on ne sait pas pourquoi. Si, il est chaud, parce que s'il n'était pas chaud, il ne serait pas là. Tout simplement. C'est-à-dire que quand ces galaxies jeunes se sont formées, elles ont chauffé ces atomes qui sont partis et les vitesses d'agitation des galaxies, je crois que c'est tous comme 1000-2000 km/s. Donc il y a aussi une vitesse de libération qui se calcule. Pour que les atomes soient restés entre les galaxies, il faut qu'ils aient une vitesse supérieure à la vitesse de libération. Et si vous prenez les atomes d'hydrogène et que vous leur collez cette vitesse-là, ça les met à 10 millions de degrés. Donc ce gaz-là est nécessairement chaud. S'il était froid, il serait tombé sur les galaxies. Et ça, j'avoue que je me rappelle, à ce colloque, j'ai développé cet argument. Je me suis trouvé avec 150 yeux comme ça, de gens qui disaient qu'est-ce qu'ils me racontent.
C'est pourtant logique, un truc comme ça. Donc, entre les galaxies, on a un gaz très chaud, comme dirait Pangloss, parce que s'il n'était pas chaud, il ne serait pas là. Quoi, et tout. Bon. Alors, ça nous donne un peu une idée du mouvement des galaxies. Et ce qu'on a pu mesurer à partir de la fin des années 60 et des années 70, c'est la vitesse de rotation dans le gaz interstellaire. Et on l'a mesuré par effet Doppler. Par effet? Doppler fiseau. C'est-à-dire que le gaz tourne comme ça, et puis il émet des raies caractéristiques, et puis ces raies sont décalées. Quand la galaxie tourne comme ça, là ça s'approche, là ça s'éloigne, donc il y a un déplacement dans le rouge et dans le bleu. Et moi, je me rappelle les premières mesures en 72, 74, on avait des courbes de rotation de gaz avec des barres d'erreur considérables, normalement. Ça a pu s'affiner après avec des mesures spatiales qui étaient beaucoup plus sophistiquées. Et ce qui apparaissait de toute façon, même modulo cette grande incertitude, c'est qu'on avait une courbe de rotation qui croissait, et puis après, on avait un palier. Le gaz interstellaire avait une vitesse assez constante sur une grande distance. Et c'était complètement en contradiction avec la loi de Kepler. Si on considérait un modèle stellaire autogravitant avec un gros grumeau comme ça, on aurait pu avoir une courbe de rotation qui monte, puis après qui descend. Et ça aurait été keplérien à l'infini. Ça veut dire que l'objet galaxie, vu de très loin, quand je regarde mon petit point de très loin, ben à ce moment-là, je dois avoir la loi de Kepler, la loi des airs, etc. Donc ça contredit ce genre de choses. Et ce genre de choses-là a été signalé par Zwicky. Et à ce moment-là, la vitesse même de rotation du gaz en périphérie était beaucoup trop grande pour pouvoir être compatible avec ce qu'on mesurait comme masse dans la galaxie. Quand on regardait l'ensemble des étoiles visibles, avec leur spectre de masse, et qu'on calculait cette masse, eh bien, on avait une force d'attraction de Newton, et les atomes de gaz qui tournaient, eux, ils avaient une force centrifuge. Et la force centrifuge était beaucoup trop élevée, donc on a développé le concept de masse manquante. Avant de parler de matière noire, choses comme ça, la première chose qui apparaît, c'est la masse manquante. Et ça, c'est déjà dans les années 30, un truc comme ça. Ouais. Dans les débuts de l'astronomie, cette histoire s'est affirmée comme quoi ce qu'on voit dans les galaxies, c'est une masse qui est insuffisante pour assurer leur confinement. Et même au niveau de notre Soleil, qui lui est assez en périphérie, on est en banlieue galactique, nous, hein, on est oui, on est dans la banlieue, quoi, et on aurait dû foutre le camp, quoi. Je veux dire que si notre galaxie ne créait son champ gravitationnel qu'avec ce qui est connu, le système solaire foutrait le camp, et on serait barré depuis longtemps, quoi, hein. C'est un truc très marrant. De nos jours, maintenant, le ciel est tellement pollué qu'on ne voit plus la Voie lactée, hein. Et quand j'étais gosse, on la voyait encore très bien. Mais là, il faut vraiment sortir même de France pour avoir cette vue magnifique de cet objet. Et simplement, pour les gens qui nous écoutent, qui ont la chance de voir la Voie lactée, un jour, ils pourront se poser une question assez marrante. Il y a quelque chose qu'on appelle le plan de l'écliptique, hein. C'est-à-dire que la Lune, Mars, Jupiter, et tout ça, ça se balade sur un plan, hein. Donc c'est le plan de rotation du système solaire. Et faites à ce moment-là la comparaison entre l'orientation de ce plan et la Voie lactée. Ils sont à 90 degrés. Alors ça, c'est très marrant parce que la Voie lactée, c'est la galaxie vue par la tranche. Alors que la direction de circulation des planètes, ça vous indique le plan de l'orbite du système solaire. Donc, avec cette simple réflexion et à l'œil nu, vous pouvez en déduire que le système solaire, il est couché par rapport à la galaxie. C'est pas mal d'avoir une vision à une telle échelle du cosmos en disant notre Soleil et ses planètes tournent perpendiculairement parce que je le vois. Et c'est vrai que je crois que c'est Herschel qui a dû premier dire ce qu'on voit, cette Voie lactée, ce sont des étoiles, quoi. Après, on a pu montrer que c'est des étoiles. Avant, je ne comprenais pas ce que c'est ces trucs-là. Cette astronomie à l'œil je trouve ça épatant. Donc, voilà les premières contradictions, les premiers mystères qui apparaissent.
comment arriver à faire des modèles de galaxies alors que déjà ça commence à coter avec cette histoire de masse manquante. Hein. Et toute l'astronomie depuis 50 ans a consisté à coller les rustines, coller des étiquettes, masse manquante, maintenant on est à l'énergie noire, la prochaine fois on se demande ce que ça va être. C'est extraordinaire. Alors, moi j'ai publié en 1994 un papier dans Nuovo Movimento, qui est une revue de niveau international, à ses côtés, quoi. Et je l'avais appelé The Missing Mass Effect, l'effet de masse manquante. Et c'est l'époque, justement, où j'ai commencé à travailler avec ce concept Sakharov appelait ça l'univers jumeau. Oublions ce mot, parce que si on parle de l'univers jumeau, les gens vont tout de suite dire où est cet autre univers. Alors, la question ne se pose pas, il est là où on est, mais il faut essayer de comprendre qu'on peut très bien cohabiter avec des objets de masse négative. Pourquoi? Parce que comme ils émettent des photons à énergie négative, on ne peut pas les voir, et on ne peut pas les photographier non plus. Hein. Et ils pourraient vous passer au travers comme ça complètement, en hiver, ni chaud ni froid. Ça ne se produira pas, parce que comme ces objets de masse positive et négative se repoussent, je peux vous dire qu'il y a très très peu de masse négative dans cette pièce, parce que nous leur pousserions au point que ça fiche le camp, quoi. Et même dans la galaxie, c'est pareil. Cette masse négative, elle est repoussée par la galaxie, mais inversement, elle confine la galaxie. Autrement dit, l'image que j'ai, moi, du milieu galactique, dans un amas de galaxies, par exemple, vous avez les galaxies, et elles sont comme dans des trous dans du fromage. Prenez un gruyère, il y a plein de trous, et au centre de chaque trou, vous mettez un noyau de cerise, quoi. Et à ce moment-là, ça vous donne l'idée de ces galaxies qui repoussent le gruyère, mais le gruyère les confine. Donc à ce moment-là, on a un confinement de ces objets, et à ce moment-là, quand on fait des calculs théoriques et quand on fait des simulations sur ordinateur, eh bien on retrouve ces courbes plates. C'est intéressant. Et moi, j'ai retrouvé ces courbes-là exactement, quoi. Donc ça, j'ai publié ça, tout le monde s'en fout, quoi. J'ai même fait un livre en 97, je ne me rappelle plus. Oui, ça doit être ça, qui s'appelle On a perdu la moitié de l'univers, épuisé depuis longtemps. Il y a tout ça, quoi. Il y a toutes ces idées. Vous allez voir, l'idée est féconde, quoi. La première chose, voilà une façon d'expliquer cet effet de masse manquante. Ça veut dire que dans le cosmos, il y a deux populations qui cohabitent, donc c'est masse négative, et ces masses négatives, elles confinent les galaxies. Donc elle explique le confinement des galaxies. Alors après, autre idée, quand l'univers commence son expansion, c'est un mélange de masse positive et de masse négative qui vont être toutes les deux soumises à l'instabilité gravitationnelle. Alors j'en parle un peu dans mon... Qu'est-ce que c'est que l'instabilité gravitationnelle? Imaginez que nous vivions sur un terrain de football qui soit sous forme d'une sorte de caoutchouc mousse très souple, puis là-dessus il y a des plombs de chasse. Et ces plombs de chasse ont une vitesse d'agitation comme ça. Ben, tout d'un coup, par hasard, il se forme une cuvette. Maintenant, tous les copains vont tomber dedans. Donc, autrement dit, un système comme ça de masse distribuée, c'est instable. Ça tend à former des objets. Et la bonne question, c'est de se dire quelle va être la taille de ces objets. La taille de ces objets, ça a été calculé au début du siècle par un astronome anglais très célèbre qui s'appelle Sir James Jeans. Et il a dit c'est la longueur de Jeans. Alors, effectivement, quand on a formation de ce grumeau, il y a deux phénomènes qui se contrarient. Il y a le temps caractéristique que met le grumeau à se former, et ensuite le temps caractéristique que mettent les particules à en foutre le camp, qui est leur vitesse d'agitation thermique. Et quand elles se compensent, alors on s'aperçoit que dans un milieu donné, avec une vitesse d'agitation donnée, une dimension donnée, il y a certains grumeaux qui vont se former. Et alors, plus le milieu est dense, plus la vitesse de formation du grumeau est rapide. Bon, ça encore, j'ai raconté ça dans le bouquin, j'ai publié des tas de choses, tout le monde s'en fout. Peu importe, ça restera. Comme on disait, il y a encore des vidéos que j'ai enregistrées il y a 20 ans. Bon, dans 20 ans, je ne serai plus là, mais au moins, coucou, je vous parle du passé. Donc, autant qu'il y ait une trace. Alors, à ce moment-là,
les deux entités cosmiques ont des vitesses d'expansion différentes, et le système étant instable, la densité du partenaire négatif est plus importante. Donc c'est lui qui forme des grumeaux le plus vite. Et à ce moment-là, s'il forme des grumeaux, la masse positive se met autour, dans un espace lacunaire. Hein. Donc à ce moment-là, ça donne une image où on a des concentrations de masse négative, avec, dans l'espace interstitiel, des masses positives, et c'est exactement la structure, la VLS, Very Large Structure, la structure à grande échelle de l'univers. Là encore, structure à grande échelle de l'univers, on doit se replacer dans l'histoire des observations astronomiques. Vous voyez qu'on fait des mesures de vitesse de rotation, on se dit oh, on a un effet de masse manquante. Mais après, lorsque on a voulu cartographier le cosmos à grande distance, on a découvert des amas de galaxies. L'amas Coma, l'amas de la Vierge, il y avait des endroits, il y avait plein de galaxies comme ça. Alors à ce moment-là, la première idée, c'est qu'il y avait une sorte de structure hiérarchique. C'est-à-dire qu'on avait une galaxie qui était un ensemble d'étoiles, et puis après il y avait des amas de galaxies, puis on pensait qu'il y avait des super-amas, c'est-à-dire des amas d'amas, une espèce de structure en poupée russe. Et puis après, les mesures faites ont fait apparaître un objet qu'on a appelé the Great Wall, le grand mur. C'est-à-dire qu'en mesurant, en arrivant à localiser les galaxies, à une distance, je ne sais pas, de l'ordre de 50 ou 100 années-lumière, dans une direction, on avait une espèce de couche de galaxies. Il n'y en avait pas beaucoup avant, et puis après, pas beaucoup après. Donc c'est une sorte de plan. Ah, curieux. Au lieu d'avoir des amas, il y avait des structures planes comme ça. Alors maintenant, avec les télescopes spatiaux, ça s'est beaucoup affiné, et on est arrivé à une description. Là, c'est bien, parce que là, on parle des observations, donc c'est quand même relativement fiable. C'est que le cosmos est lacunaire, c'est-à-dire que les galaxies se distribuent comme des bulles de savon. Et quand vous prenez des bulles de savon, vous voyez qu'il y a des endroits où vous avez les plans des bulles de savon qui se croisent, et à l'endroit de croisement, c'est les amas. Il y a plus de savon à cet endroit-là. Donc on a des couches de galaxies et puis des amas de galaxies. Alors maintenant, il faut encore expliquer pourquoi c'est foutu comme ça. Donc à ce moment-là, les théoriciens ont essayé de s'y mettre, et le papier crayon, zéro, quoi. C'était la théorie des pancakes, des crêpes, donc ça ne marchait pas, quoi. Et sont venus après les simulations sur ordinateur. Et là encore, impossibilité de recréer avec assez de précision ce genre de choses. Les simulations sur ordinateur donnent une espèce de structure filamenteuse, vous avez déjà vu ça. Non, on voit cherchez dans des bouquins, vous verrez le cosmos vu par les ordinateurs, c'est une espèce de nouille, de filaments. Ah, c'est les cordes, non? Non, c'est pas les cordes, c'est autre chose, on n'est pas encore aux cordes. Non, bon. Alors, vous avez ce cosmos filamenteux, ça colle pas du tout avec... Alors, moi je suis allé justement en janvier, en 2000 à ce colloque sur l'astrophysique, Where is the matter, où est la matière, et un astronome a fait une sorte de revue de questions sur cette structure à grande échelle de l'univers. Elle nous a montré des données, ça fait quand même 11 ans, mais ça fait rien, ça avait déjà beaucoup progressé, on savait parfaitement que c'était lacunaire, avec des bulles qui font 100 millions d'années-lumière de diamètre, quelque chose comme ça. Donc voilà ce cosmos structuré en lacunes. Puis après, ma foi, il y avait une image qui montrait les simulations d'ordinateur, et ça ne ressemblait pas du tout. Alors moi, je m'étais mis au premier rang, et puis quand il y a eu des questions, j'ai pris le micro, et j'étais à côté des biblioscopes, le truc qui permet de projeter les transparents, quoi. Alors j'avais un transparent, je dis, écoutez, en 92, on a fait des simulations sur ordinateur avec masse positive, masse négative, et on obtient ça. Je mets le truc sur l'écran, et on voit se projeter un truc qui ressemble tout à fait aux observations. Bon. Et à ce moment-là, le chairman a dit, y a-t-il des questions? Et là, il y a eu plusieurs minutes de silence total, coupé au couteau, quoi. Il y avait quand même 150, 200 personnes à ce colloque. Je ne sais pas, moi, un chercheur âgé aurait dit, écoutez, j'aimerais que ce Français nous explique comment il a fait, parce que
on vient de voir des simulations sur ordinateur qui ne correspondent pas aux observations. Alors, où il a tout truqué, peut-être que... Mais bon, expliquez-le, quoi. Ou alors, on va dîner ensemble ce soir, mais vous allez m'expliquer, je ne vais pas vous lâcher comme ça. Non, le silence total, tout le monde s'en fout. Je suis là avec des simulations sur ordinateur, j'explique que ça a été publié dans Astrophysical and Space Science et tout ça, en 97 et tout ça. Et pourquoi ils s'en foutent alors? Mais je comprends pas. Je comprends pas. Vous leur avez demandé? Quoi? Vous leur avez demandé? Non, je présente ce transparent, j'explique en quelques mots comment ça s'est fait, on demande s'il y a des questions à poser, il n'y a pas de questions. C'est un peu comme si j'étais un martien qui apparaissait, qu'est-ce que vient foutre ce type? Il n'est pas du club, enfin je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Et alors, même à un moment, je me suis dit peut-être que je ne suis pas bien compris, donc j'avais rédigé un mémoire de 75 pages, quoi. Et j'avais encore un crédit de photocopier l'observatoire, donc j'ai photocopié 170 exemplaires. Ça fait un paquet. Je suis arrivé avec 2 valises à roulettes. Ah, ça, vous l'avez expliqué. J'ai expliqué, mais j'ai mis tout ça sur la table, tout le monde a pris ce truc-là, j'avais numéro de téléphone, email, rien, aucun contact. Donc, ce sont les mêmes aujourd'hui qui défendent cette théorie du tout? Oui, ça doit être les mêmes, mais je veux dire que je me trompe d'époque ou quoi? Je veux dire que... Et parce que votre théorie invalide la leur, donc ça les dérange, non? Oui, ça doit être ça, oui. Mais vous savez, on pourrait se dire, imaginons qu'on se transporte au XVe siècle et qu'on sorte une théorie en parlant d'atomes, les gens ne comprendraient pas. Ils vous diraient, mais c'est quoi vos éléments, vos 4 éléments? Vous vous rappelez par exemple qu'à cette époque-là, quand on analysait un corps, il y avait les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air, hein, et puis on se posait la question de savoir s'il n'y avait pas un 5e élément. Et la 5e élément, vous savez ce que ça donne comme mot? C'est la quintessence. Quinte, c'est la 5e. Donc la quintessence, c'est ce 5e élément. Donc au moment où on a commencé à abandonner cette vision complètement absurde de la réduction en éléments, en plus ce qui est assez marrant, c'est que quand on disait par exemple que la physique était liée à la géométrie, là aussi c'était le cas, mais avec une vision très alchimique. Vous connaissez les polyèdres de Platon, hein? Les polyèdres de Platon, c'est le cube, le tétraèdre, l'icosaèdre, le décaèdre, puis l'octaèdre. Il y en a 5. Il y en a 5, il ne peut pas y en avoir plus. Polyèdre régulier. Et les gens qui pouvaient s'appeler les physiciens de l'époque pensaient que les éléments étaient liés au polyèdre. Alors je ne sais plus, c'est écrit dans tous les bouquins, le cube était lié à l'élément, par exemple, de type terre, le tétraèdre était lié au type eau, etc. Et on a cherché le 5e élément, parce qu'on avait trouvé un 5e polyèdre, justement. Et je ne sais plus si c'est pas le dodécaèdre qui est apparu comme ça, on ne savait pas d'où il sortait, quoi. Donc, je présente mon travail à ces gens, et c'est le bide complet. Et alors, ce qu'on aimerait comprendre, c'est en quoi votre théorie s'oppose à la leur, justement. Ah, mais complètement. Je veux dire que là, déjà, vous voyez, comment dire, vous allez trouver dans cette revue un chapitre, je ne sais pas si j'arrive à remettre la main dessus assez rapidement, mais comment dire, la nature s'organise en Pérus, le boson de Higgs, pourquoi il fluidifie les forces, etc., etc. Regardez, la théorie des cordes, 4 raisons d'un succès. Un succès, on va en reparler, mais quel succès, mon Dieu, ça n'explique rien, c'est génial. Et alors, là, il y a encore l'univers hologramme, l'hypothèse des mondes parallèles. On va prendre chaque chapitre comme ça, réinventer la gravitation, etc. Ah oui, voilà, ça c'est ce chapitre que j'aime bien. Le titre, c'est « Une bonne théorie de toute féconde ». Et à ce moment-là, on pose la question au type en disant « La théorie des cordes a-t-elle été productive ?» Réponse « Très productive ». Comment je fais un truc pareil? Donc moi, effectivement, je suis parti de cette idée, en passant de la physique à l'astrophysique, je me suis dit il faut être productif, c'est-à-dire qu'il faut faire des calculs théoriques et que ça colle avec l'observation. Donc j'arrive avec une structure à grande échelle de l'univers qui marche l'observation, tout le monde s'en fout. Tout le monde, rien. Bon, alors après,
la courbe de rotation du gaz, c'est pareil, hein. Tout le monde s'en fout. Alors, l'idée qui a émergé, je ne sais pas, il y a 20 ans, quelque chose comme ça, c'était la matière sombre. Donc, les astronomes prenaient des airs de conspirateurs en disant « il y a une matière obscure dans l'univers, on ne sait pas ce que c'est, on cherche, etc. » Alors, dans ces objets, il y avait les mascons. Massif, compact, les machos, les Massive Compact Halo Objects, c'est-à-dire des étoiles sombres, des objets sombres. Alors on se disait, ben, c'est peut-être des trucs qui émettent pas de lumière, parce que c'est des petites étoiles. Et comment mettre ça en évidence, puisque ça émet pas? Voilà. Si le mettre en évidence, c'est à ce moment par occultation. Vous avez une étoile, et puis vous avez un truc comme ça qui va passer devant, et quand ça passera devant, hop, la lumière va baisser. Alors, faire cette observation dans notre galaxie, c'est pas commode, parce qu'on est dans le plan galactique, et effectivement, il n'y a rien de plus emmerdant que d'observer dans ce plan, parce qu'il s'y passe trop de choses. Donc, on a une galaxie voisine, qui s'appelle le nuage de Magellan, même deux, qui sont deux espèces de trucs assez informes, qui se trouvent un petit peu de travers par rapport à notre galaxie, quoi. Découverte par Magellan, justement. Et à ce moment-là, bah, on pointe l'observation dans la direction de ce nuage de Magellan, et là, on a un monde stellaire, et on se dit, bah, dans le nuage de Magellan, où il doit aussi y avoir de la matière sombre. Hein, et à ce moment-là, moi j'ai des copains qui me cherchaient pendant 20 ans, ils ont fait toute leur carrière là-dedans. Donc, je me rappelle de l'établissement des projets de recherche de ce côté-là. Il fallait utiliser un télescope à grand champ, il fallait cartographier toutes les étoiles, mesurer le maximum de magnitude d'étoiles, et puis comparer les magnitudes au fil des jours, des semaines, des mois. Et si à ce moment-là, il y avait une étoile qui était occultée, ben à ce moment-là, on se dit « Ah, celle-là, sa luminosité baisse, quoi. » Essayez d'imaginer que vous ayez une sorte de photo qui vous représente, de film qui représente les étoiles, puis de temps en temps, il y en a une qui commence à baisser un petit peu de lumière. Et à ce moment-là, il y a deux cas de figure. Soit sa luminosité baisse parce qu'il y a quelque chose qui passe devant, et à ce moment-là, comme c'est tellement peu fréquent, ça ne se produira qu'une fois. C'est pas possible qu'il y ait un train d'objets qui arrive derrière. Soit alors, l'occultation est périodique, c'est une étoile pulsante, une étoile variable. Donc, de temps en temps, les astronomes se disaient « Ah, regardez là, il y a une étoile qui varie », et puis malheureusement, 6 mois après, elle varie encore, c'était une étoile variable. Et je vous assure, j'étais à l'observatoire, moi je n'étais pas observateur, mais je voyais le dépit de mes collègues. J'en connais un qui a passé 10 ou 15 ans de sa vie à observer tout ça, et à chaque fois, ils étaient... Vous savez, c'est quand même, comment dire, pour un astronome, une découverte, il s'excite, quoi. Est-ce que je vais être celui qui aura montré ceci, puis non, c'est une étoile variable. Et au bout de 10-20 ans d'observation, la conclusion a été, si c'est de la matière sombre, c'est pas des objets comme ça. Ça ne marche pas, parce qu'on aurait observé ça. Alors on a peut-être observé quelques occultations, mais tellement peu que ça ne collait pas. Donc excite ce truc-là. Alors à ce moment-là, la question c'est que cette masse manquante devait être faite avec autre chose, et on a appelé ça les astroparticules. Alors là, vous trouverez dans cette revue des gens qui sont spécialistes en astroparticules, c'est génial, quoi. Donc là, tous les espoirs sont permis. Bon Dieu, je me rappelle à colloque où on parlait de tout ça, mais c'est vraiment, on est dans le spéculatif absolu. Alors c'est d'autant plus fantastique. Je crois que j'ai déjà évoqué ce truc-là, c'est quand la difficulté qu'on a à publier. Quand on envoie un article, disant voilà, j'ai fait telle hypothèse, j'ai obtenu telle image, et ça ressemble à la structure à grande échelle de l'univers. Bon, là, j'ai réussi à publier ça dans une revue, mais pour une publication, vous avez 100 refus. 100, pas 10, 100. C'est-à-dire que vous avez la réponse standard. Sorry, we don't publish speculative work. Désolé, nous ne publions pas de travaux à caractère spéculatif. Et ça, je ne sais pas. Il n'est pas du club, je ne le connais pas. Les Français n'ont jamais fait d'astrophysique. Je ne lis pas. Ok. D'accord. Il n'y a même pas de discussion. Il n'y a pas d'échange, rien. C'est le rejet immédiat. Donc, vous essayez de coller les observations, vous arrivez avec des trucs qui fonctionnent, c'est pas reçu.
Et alors que des gens qui font des travaux spéculatifs, eux, sont payés. Mais complètement. Alors, est-ce que vous pouvez prendre les chapitres et qu'on les passe? Ah, ça vous tente, parce que donc j'ai parlé de la matière sombre, la structure à grande échelle de l'univers. Bon, il y a encore un autre point sur lequel moi j'ai apporté une réponse, qui est justement cette réaccélération cosmique. Le fait que quand on mesure la vitesse d'expansion du cosmos, au lieu de tomber sur les modèles de Friedman, ou alors on a une parabole, ou alors à la limite une hyperbole, quoi. Mais là, ça réaccélère. Hein. Bon, c'est bizarre. Comment se fait-il qu'on trouve cette réaccélération cosmique? Et à ce moment-là, on a inventé le concept d'énergie noire. Et voilà encore une étiquette collée. Vous savez, comment dirait Molière, les somnifères font dormir parce qu'ils ont une vertu dormitive. C'est ça. Là, c'est pareil. C'est une palissade. Voilà, c'est ça. L'énergie noire, c'est une palissade. Et alors, comment dire, la complicité câline des astrophysiciens disant l'énergie noire, vous savez, c'est comme les trous noirs. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Et actuellement, on se gorge de mots. Alors, cette histoire-là, ça vient simplement du fait que quand le cosmos a une composante négative, lui, il pousse l'autre entité devant. Hein. Bon, moi, j'ai reconstitué tout ça théoriquement. Tout le monde s'en fout. Dès 97. Voilà. Bon. Alors, maintenant, effectivement, nous avons... donc, quand on voit une revue comme La Recherche qui se consacre à la théorie du tout, c'est que c'est vraiment le désespoir, quoi. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, les galaxies étaient logées à l'intérieur d'un cocon, enfin, dans les trous de gruyère de matière négative. Donc à ce moment-là, elles tournent à l'intérieur. Et je crois que j'ai parlé de ce garçon qui était venu me voir pour voir si j'étais fou ou pas, quoi. Puis qui avait un puissant ordinateur avec lequel il a pu faire des simulations. Maintenant, évidemment, on a des ordinateurs aussi puissants sur la table, mais à l'époque, c'était le système de calcul du laboratoire de DESY qui avait un accélérateur de particules, donc il fallait gérer énormément de choses. Et moi, je lui ai donné des travaux à faire. Il a fait émerger cette structure à grande échelle de l'ordinateur. Et à l'époque, je lui dis, alors qu'est-ce que ça donne? Et il me dit, je suis devant mon écran et j'ai envie de dire, appelez-moi Dieu. Alors après, il m'a dit, vous avez un autre problème? Ah oui, j'ai un autre problème. On va prendre un grumeau et on va le faire tourner dans un environnement de matière négative. Et là, on fait tourner ce machin. Et avec ça, il avait fait un film. Ce film, on l'a paumé. Je n'ai plus qu'une séquence copiée qui est dégueulasse, parce qu'avant, c'était superbe. Et on voit se former une galaxie spirale barrée avec des bras. Et c'est stable. Et alors, je montre ça à mes collègues de l'observatoire qui disent, oh Dieu, mais ça ressemble aux galaxies qu'on observe. Là encore, voilà. Et j'ai montré ça à une émission de télé, j'ai montré ça à droite, tout le monde s'en fout. Donc, oui, c'est surréaliste. C'est pour ça que je vous dis, actuellement, est-ce que vous faites encore des travaux? Non, pourquoi faire? Ça, tout le monde s'en fout. J'arrive trop tôt, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, il aurait fallu que je rencontre Sakharov ou un type pareil. Mais autrement, je vous garantis que vous allez dans un colloque, même si actuellement j'avais itinéré, je parle et ça passe pas, quoi. C'est comme si je parlais on devient muet, quoi. On montre des images. Là, je vous parlais des papous et on leur montre un film. À un moment, je me rappelle, dans Coleman et Anderson disent qu'ils montrent un film à des papous et là-dedans, il y a plein de trucs. Il y a un tramway qui passe, il y a tout ce qu'on veut sur ce qui se passe en dehors de l'ordre. On leur demande ce qu'ils ont vu. Ils ont répondu, j'ai vu un poulet, parce qu'eux, ils ont des poulets. Vous ne voyez que ce que vous pouvez identifier. Et là, je pense que là, dans ces travaux théoriques, c'est pareil. C'est-à-dire que le type ne voit pas, quoi. Il n'y croit pas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il voit, justement, lui? Parce qu'il faut bien avoir une théorie. Alors, donc, comment dire, les gens se lancent dans des simulations sur ordinateur, et Athanassoula, qui est d'origine grecque, qui était chanteur de Marseille, et son mari Bosma se trouve doté d'un moyen de calcul extraordinaire, quoi. Et
ma foi, ils font tourner tous les matins leur ordinateur en le faisant chauffer au rouge, quoi. Et l'idée, c'était d'obtenir des modèles de galaxies. Et Atanasola faisait tourner ces galaxies. Et quand elles avaient des bras, elles les perdaient au bout d'un tour ou deux, quoi. C'était pas stable. Les bras chauffent, les étoiles acquièrent des vitesses de libération, et après, on n'a plus qu'une barre qui tourne. Et elle a fait ça pendant 20 ans, quoi. Et moi, un jour, il y avait une soutenance de thèse à Marseille, et j'arrive avec mon petit portable Mac, avec le film de la galaxie spirale qui se forme, et je montre ça. Et était venu à la soutenance Françoise Combes, qui est devenue maintenant membre de l'Académie des sciences. Et Françoise Combes, elle, comme Atanasoula, était très orientée vers les galaxies. Et quand elle passait, elle tire une gueule de 6 pieds de long. Et elle me dit, oui, mais nous obtenons aussi très bien ces choses-là dans mon laboratoire avec du gaz froid. Ah bon? Alors, j'essaye de m'enseigner un peu. En fait, ce que faisait Dame Combes, c'est qu'elle prenait une galaxie, et puis elle lâchait de l'hydrogène froid dessus. Alors ça spirale, puis après ça fout le corps, quoi. Et même pour savoir, parce que si j'avais posé la question directement, elle m'aurait peut-être pas répondu. Je lui ai fait poser la question par un astronome amateur qui lui a demandé, est-ce que votre structure perdure? Non, non, il faut rajouter du gaz froid, quoi. En plus, ce gaz froid, je vous ai dit tout à l'heure que autour des galaxies, il y a du gaz chaud, c'est de la foutaise. Et alors, elle disait à cette époque-là, ça remonte à plus de 20 ans, on trouvera ce gaz froid. On l'a jamais trouvé. Elle est quand même rentrée à l'Académie des sciences. Donc voilà une femme, je dirais qu'elle n'a jamais rien trouvé de sa vie. Son travail en matière de dynamique galactique, c'est zéro, de même qu'elle est Atanasoula. Mais alors, pour le blabla, pour les conférences, pour la vulgarisation, il n'y a personne, quoi. On n'a pas besoin de... Courtès est rentré à l'Académie des sciences, mais il a été l'auteur de travaux observationnels sur la détermination des courbes de rotation des galaxies. Il a mis au point des méthodes. Elle, je ne sais pas ce qu'elle a foutu. Mais là, je crois qu'on n'a plus besoin vraiment de foutre grand-chose pour rentrer dans... C'est quoi, c'est l'idéologie ou... Quoi? Qui permet de rentrer à l'Académie des sciences, parce que l'Académie des sciences partagerait la même idéologie? Je crois que pour rentrer à l'Académie des sciences, c'est un travail qui dure 20 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il faut décider qu'on finira académicien quand on a 35 ans, quoi. À ce moment-là, on travaille, on se fait copain avec tous les gens qu'il faut, on fait la cour. Parce que l'entrée à l'Académie des sciences se fait à l'occasion d'un décès. Il y a un nombre de membres. C'est comme à l'Académie française. Voilà, il y en a qui cassent les pipes, il faut le remplacer. Et à ce moment-là, il faut être bien vu et bien placé pour pouvoir dire on va prendre. Donc tout d'un coup, il y a un astronome qui est disparu, on a pris François Combes, quoi. Voilà. Et son hydrogène froid, ça n'a jamais marché, quoi, c'est tout. Vous n'avez jamais postulé? Quoi? Vous n'avez jamais postulé? On postule à ce genre de choses? Non, je crois pas. Non, je crois pas. On est proposé. Mais vous savez, il y a une chose que je trouve extraordinaire. Il y a un type dont j'ai déjà parlé, qui est le professeur Souriau, qui est mathématicien, qui a plus de 80 ans maintenant. Ce type-là est vraiment un authentique génie. Hein, il a produit des travaux dans de nombreuses directions. Il a été fondateur d'un domaine des maths qui s'appelle la géométrie symplectique. Bon, je ne fais pas de citer des tas de mots comme ça, mais vraiment, tout ce qu'il a pondu, ça restera. Et même, souvent, ça n'est que partiellement compris, ce qui est le cas. Et c'est un type étonnant parce qu'il a fait normale supérieure, il a été brillant très vite, très jeune, et c'est un solitaire. C'est un scientifiquement solitaire. Donc, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'à 80 ans, il ne comprend toujours pas l'anglais. Comment voulez-vous faire une carrière scientifique sans comprendre l'anglais? Il ne lit pas l'anglais et il ne parle pas non plus. Même il a un gendre qui est anglais, américain, il se parle presque par geste. C'est de l'indigence, quoi. C'est fort. Et alors, je crois qu'il a assez mal réagi au groupe Bourbaki. C'était à cette espèce de snobisme des mathématiciens français qui voulaient axiomatiser les mathématiques avec cette espèce de concept de mathématiques pures, d'aristocratie des maths et tout ça. Alors que Souriau est un type très fort de ce côté-là, mais il a fait un effort incroyable pour lier mathématiques et physique.
et il est un des cofondateurs de la physique mathématique. Et cette physique mathématique n'a rien à voir avec la physique théorique. Que la physique théorique, maintenant, c'est ça la physique théorique. La physique théorique, on ne demande pas aux gens d'avoir des résultats. Comme disait Souriau, la physique théorique, c'est une physique sans expérience et une mathématique sans rigueur. C'est un peu en gros ce qu'on peut dire de la théorie du tout, quoi. Donc lui, il a donné une interprétation géométrique du spin, par exemple, dans les années 70. Il a vraiment trouvé des trucs formidables. Et puis Lichner-Horowitz le connaissait. Comme je vous ai dit, Lichner-Horowitz, c'est un type bien. Donc lui, il s'est dit, il faut absolument que Souriau rentre à l'Académie des sciences. Donc Souriau n'avait même pas envie de candidater, quand il était sur son île déserte, quoi. Il est parti, je ne sais combien d'années, en Afrique du Nord, en Tunisie, je crois. Et là, il a écrit son œuvre de mathématicien. Enfin, il a commencé à écrire et il a sorti des livres. Alors, il y en a qui s'appellent Géométrie, Relativité, l'autre qui s'appelle Structure des systèmes dynamiques. Et quand vous prenez 2 pages d'un bouquin comme ça, si ça vous tombe sur le pied, vous boitez pendant un mois. C'est une densité absolument différente. Et non seulement c'est dense, mais il a même, d'une certaine manière, inventé un langage mathématique. Et moi qui habitais la même ville que lui, je me suis dit, ce type-là est intéressant, mais vraiment, il faut que j'apprenne le sourien. C'est pas possible, c'est sûr, on comprend rien, quoi. Lui, il n'a pas appris l'anglais, mais vous, j'ai appris son langage. J'ai appris son langage. Alors, il s'est passé un truc marrant, c'est que j'ai été très vite intéressé par ce caractère chatoyant, parce qu'à la fois c'était clair, c'était simple, mais ça n'était pas du tout le langage des autres matheux. Et ça tournait beaucoup autour de la théorie des groupes. Et après, j'ai été un jour faire un séminaire au département de mathématiques de l'université de Nice. Et là, j'ai fait mon séminaire en parlant de sourien. Et j'ai dû être doublé, comme on double un film. C'est-à-dire que quand je parlais d'espèces essentielles, un mathématicien disait oui, c'est ce qu'on appelle les orbites. Enfin, je veux dire, il y avait le mot. Vous savez, les matheux, ils ont une chose hallucinante. On a vraiment l'impression qu'ils choisissent les mots pour brouiller les pistes. Parce que, je sais pas, mais vous prenez par exemple un objet qui s'appelle une variété, c'est un concept fondamental en mathématiques. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, une variété? C'est quoi? Pluralité. Non, pas du tout. Alors on voit le théâtre des variétés, on imagine le French Cancan. Non, c'est un espace de points infiniment dérivable. Enfin, c'est une espèce de nuage très différenciable, c'est tout, mais le mot variété n'a pas de sens. En anglais, ça se traduit par manifold, qui veut dire plusieurs feuillets, ce qui n'a pas beaucoup de sens non plus. Mais je veux dire, je préférerais, si je vais à cours, je dirais, maintenant, on va parler des manifolds. Comme ça, vous ne demandez pas ce que c'est. Et on va donner propriété. Mais les Français collent des mots comme ça, et alors là, on ne comprend rien. Et alors, malgré le soutien de Lichner-Horowitz, Souriau... Alors, Souriau a été candidat à l'Académie des sciences, présenté par Lichner-Horowitz. Et il n'a pas été pris. Il n'a pas été pris, et un jour, j'ai déjeuné avec un type qui est décédé maintenant, qui s'appelait Fehrenbach. On continue des anecdotes avec Fehrenbach. Fehrenbach était astronome, et il a dirigé l'Observatoire de Marseille pendant un certain nombre d'années. Et à un moment, Fehrenbach a demandé ce que Souriau pensait de mes idées. Il m'a dit que je posais bien les problèmes. Je lui ai dit que Souriau pense que je pose bien les problèmes. Et Fehrenbach a dit « Ah ben, je suis bien content de ne pas avoir voté pour lui à l'Académie des sciences. » Et moi, j'ai répondu « Il est bien dommage que des gens aussi brillants comme lui soient barrés par des... » C'est vrai. Fehrenbach, par exemple, il est décédé maintenant, mais c'était le recordman des bugs observationnels. Par exemple, un jour, il fait des observations... je ne sais pas, peut-être à Saint-Michel l'Observatoire, et lorsqu'il décode ces observations, il s'aperçoit que certaines étoiles émettent du soufre. Il y a des éruptions soufrées, quoi. Donc, il y a une chose, c'est quand on fait une observation en astronomie, tout le monde peut la faire, parce que le ciel est à tout le monde, quoi. Alors, si on découvre quelque chose, il faut se dépêcher de le publier pour pas que quelqu'un d'autre... Donc, ils ont toute une espèce de réseau de publications par telex, comme ça, pour être le premier à trouver ceci. Donc, immédiatement, ils commencent à raconter au monde entier qu'il a trouvé que les étoiles de classe machin émettaient du soufre. Puis après, il reprend d'autres étoiles, elles émettent aussi du soufre, tout ça. Et après 6 mois, il y a un astronome américain qui explique qu'en fait, c'était le technicien de Fehrenbach qui, pendant les observations, allait fumer une pipe dehors,
Et de temps en temps, il s'allumait, il rallumait sa pipe, et quand il allumait sa pipe, tac, ça faisait... simplement le reflet sur la coupole du télescope suffisait à faire des... Voilà. Il y a plein d'histoires comme ça, et lui, il est quand même entré à l'Académie des sciences, il n'y a pas de problème, quoi. Mais bon, c'est vrai que quand j'en parlais avec Souriau, il ne regrette pas, parce que c'est un mouroir, ce truc. Alors, soit il y a des filles comme Françoise Combe qui se servent de ça pour pantalonner, quoi, c'est tout. Soit alors, il y a des vieux trumeaux comme ça, complètement à Isamère, quoi. Je ne sais pas si c'est vraiment un endroit passionnant, quoi. Alors, dans la recherche, ce sont des gens qui sont de l'Académie des sciences ou pas? Là-dedans, je comprends, non. Enfin, si, il y a Françoise Combe, par exemple. Mais bon, alors, vous voyez donc la structure à grande échelle de l'univers. Bon, pas expliqué. J'essaie d'expliquer, ça marche pas. Les courbes de rotation des galaxies. On explique ça avec de la matière sombre qu'on ne mesure pas. Et effectivement, je me rappelle d'un article qui était paru dans Le Monde, page couleur. La matière sombre existe, la preuve c'est qu'on peut la détecter. Alors, il y a un truc curieux, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit, puisqu'on ne peut pas observer cet objet-là, est-ce qu'on ne peut pas faire une observation indirecte? Alors, il y a un phénomène qui s'appelle l'effet de lentille gravitationnelle. L'effet de lentille gravitationnelle, vous avez un objet comme ça, et puis vous avez une source par derrière, et la relativité générale fait que les rayons lumineux sont courbés. Donc à ce moment-là, courbé, c'est comme une lentille convergente, ça va augmenter la luminosité. Et alors on a découvert ça il y a une trentaine d'années, quelque chose comme ça, avec tout d'un coup ce qu'on appelait les arcs gravitationnels. C'est-à-dire que dans le cosmos, tout d'un coup, on voyait des formations bizarres en forme de croissant, comme ça, à l'échelle des galaxies. Et en fait, c'était des galaxies déformées par effet de lentille gravitationnelle. Alors après, ceux qui s'intéressent un peu à l'astronomie ont vu ça dans des bouquins. Vous avez des amas de galaxies, puis on voit tout autour des objets en forme de croissant, comme ça, qui sont simplement la déformation de l'objet par cet effet de lentille gravitationnelle. Et on peut donner une image, on pourrait dire didactique, sur ce phénomène. Imaginez qu'on est devant nous une nappe en toile cirée rouge avec des points blancs. Bon. Ah, ok, alors il y a des petits points blancs, et puis il y a un tissu rouge, et ces points blancs sont tous de même diamètre, par exemple. Et tout d'un coup, vous mettez de l'eau sur cette nappe. Donc cette eau va créer un système optique, et elle va déformer l'objet. Et à ce moment-là, vous ne voyez pas l'eau, mais en prenant une photo, vous voyez que l'objet a été déformé. Non pas par effet de lentille gravitationnelle, mais parce qu'il y a des gouttes d'eau. Vous ne photographiez pas l'eau, mais vous photographiez l'effet. Donc à ce moment-là, les gens se sont dit, bon, bah, on ne voit pas les objets, mais on va déduire ces masses des effets produits. Alors effectivement, pour les amas de galaxies, il y avait aussi un problème de masse manquante. C'est-à-dire que pour produire des effets de lentille gravitationnelle de ce genre, les amas de galaxies devaient être 100 fois plus massifs que ce qu'on voyait. Donc là-dedans, on a considéré ça comme une preuve supplémentaire. En disant, vous voyez, il y a forcément une composante obscure de l'univers, puisque déjà, elle explique la courbe plate des galaxies, et en plus, elle explique les effets de lentille gravitationnelle. C'est là que j'ai essayé de publier à Astronomie et Astrophysique en disant, et là encore, c'est ce qui se passe avec les galaxies, les amas de galaxies. Les galaxies sont à l'intérieur de trous de gruyère, mais les amas de galaxies sont à l'intérieur de trous de gruyère encore plus importants. Et en fait, c'est le gruyère qui produit l'effet de lentille gravitationnelle, parce que lui, il repousse les rayons, donc il les focalise. Et moi, j'avais essayé de discuter. Alors, à la suite, il y a une chercheuse allemande là, qui a publié un article là-dessus, et c'est le negative lensing, c'est l'effet de lentille gravitationnelle inverse. Bon, moi, j'ai imaginé ça en 95. Là, peut-être qu'elle a publié ça en 2005 ou 2007, peut-être que dans 10 ans, ça deviendra un classique. Mais vous savez, quand on a trouvé un truc et que ça réapparaît 20 ans après, c'est foutu. Puis même, bon, c'est-à-dire que les lauriers sont tellement faits à tort que je n'entends plus rien. Ça me rappelle, là. Vous savez, la chanson de Brassens qui est tellement extraordinaire, qui dit « Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché ». Ben là, c'est exactement le cas, quoi. Je veux dire, on encense des gens qui n'ont rien trouvé. Bon, je crois qu'il faut
Mais même, c'est tellement courant dans l'histoire de la recherche. Regardez ce pauvre Wegener avec sa dérive des continents. Oui, est-ce qu'on peut en dire deux mots justement parce que C'est c'est exemple. peu connu, mais lui, il avait tout le monde contre lui, alors qu'il avait raison. Exactement. Ben, lui, il était parti d'une idée qui peut paraître complètement loufoque. Il s'est dit, ben, quand je prends l'Amérique du Sud et l'Afrique, ça s'emboîte pas mal, quoi. Alors on pourrait dire c'est un hasard. Ben non, en prenant une sphère et en prenant les différents pays, en les faisant glisser, il arrivait à reconstituer un continent primitif en disant, ben, il s'est déchiré, puis ça commençait à dériver. Ça paraissait une histoire tellement folle d'imaginer que les continents flottaient comme ça, c'était incroyable. Alors après, Wegener, qui était météorologue, il n'était pas géologue, il a regardé, il s'est dit, bon, bah, quand je prends ces continents et que je les mets ensemble, bah, il y a continuité géologique de la chaîne de montagne. C'est comme s'il y avait un filon rocheux qui s'est cassé. Puis après, bon, il prend la zoologie, il se dit, bon, bah, quand je fais ça, au point de vue des fossiles, on retrouve les mêmes là et là. Donc, moi, je date ça de l'époque où c'était ensemble et ça s'est cassé. Il n'avait rien pour appuyer sa théorie et il a parlé dans le vide toute sa vie, quoi. Tout le monde s'en foutait. Et ça a duré très longtemps, Quand vous dites qu'il n'avait rien pour appuyer sa théorie, c'est-à-dire... de mesure, Ah, de mesure. C'était uniquement de l'intuition de scientifique. l'intuition, l'intuition. Il n'a jamais publié dans une publication à revue de lecture. Ah, oui. Bon, je crois pas, mais de toute façon, ouais. Et le truc, c'est que les géologues lui opposaient la chose suivante, disant, vous n'imaginez pas que les continents puissent bouger, c'est pas possible, parce que c'est comme ça, quoi. Ça se discute pas, c'est absurde, la théorie est complètement absurde. Bon. Et la question était d'expliquer l'orogénie, c'est-à-dire la naissance des montagnes. Alors vous savez, maintenant, comme la technique des plaques s'est complètement admis, vous prenez par exemple l'Inde, ben, l'Inde au début, elle était collée à côté de Madagascar, hein, sur le sud-est de l'Afrique. L'Inde s'est détachée, est partie bille en tête vers le nord, et là elle a télescopé le Tibet, et boum, ça donnait l'Himalaya. Donc à ce moment-là, vous avez une plaque qui est en train de... Il y a un problème de subduction qui se rentre dedans. Alors, quand on prend la technique des plaques, la meilleure image, c'est la débâcle des glaces sur un fleuve. Vous avez peut-être déjà vu ça, on voit des plaques de glace, et puis éventuellement il peut avoir neigé, et vous avez de la glace avec de la neige. Et à ce moment-là, quand il y a deux plaques qui se chevauchent, il y en a une qui va prendre la neige et qui va la tasser comme ça. Donc elle fait une chaîne de montagne. Donc c'est ce qui se passe. Et là, vous avez l'Italie, boum, qui est en train de rentrer dans la Suisse, et ça donne la chaîne des Apennins, quoi. Donc maintenant, ça commence à marcher, on commence à comprendre. Puis alors, on commence à comprendre aussi comment on fait pour se retrouver avec des montagnes sur lesquelles il y a des coquillages qui étaient au fond des océans à un moment, quoi. Sinon, c'est absurde. Et alors, il y a une chose que j'ai vainement essayé de retrouver dans les années 50, quand j'étais gamin. À l'école, il fallait bien qu'on apprenne, non pas de la géologie, mais un peu les sciences de la Terre, comment se formaient les montagnes. Alors, il y avait la théorie des géosynclinaux. Et les géosynclinaux, c'est drôle, pourquoi on ne peut plus trouver ces trucs-là? Donc, il y avait des conneries monstres qui étaient Enseigner aux enfants. enseignées aux enfants, mais aux enfants, aux universitaires, à tout le monde. C'était à tous les niveaux de la science, comment dire, la formation des montagnes. Vous aviez une sédimentation qui se faisait, alors, puis tout d'un coup, ça faisait bloup. Disons qu'à force de faire schlop, ça faisait bloup, quoi. Et moi, je me rappelle avoir passé des examens en essayant de sortir cette théorie. Le type disait, vous ne me semblez pas avoir bien compris cette théorie des géosynclinaux. Est-ce que vous sortiez la théorie de la dérive des continents? Non, ça n'existait pas. Non, Ça existait pas. non. Personne n'en parlait. On ne savait même pas que ça existait. Wegener était mort depuis longtemps. Elle a mis combien de temps pour... Ben, écoutez, la théorie de Wegener a fait surface quand il y a eu les premiers satellites artificiels. Mais quand on a commencé à envoyer Sputnik, immédiatement, avec le radar, on pouvait envoyer des signaux radar sur Sputnik et sur les satellites, donc faire des mesures d'effet Doppler à l'échelle des continents. Et à ce moment-là, ben, on s'est aperçu que l'Amérique s'éloignait de nous de 3 cm par an, ou quelque chose comme ça. C'était mesuré, parce que l'effet Doppler a une précision inimaginable. Ce qui est drôle, c'est que ça fait un peu penser à Galilée, là, cette histoire-là. C'est-à-dire que... bon, sauf qu'à l'époque, c'était une instance religieuse, et que là, il n'y a plus la religion, mais finalement, ça a un peu changé, non?
Et surtout, comment est-ce qu'un météorologue peut se mêler de géologie? Alors, déjà, il n'était pas géologue. Alors tout d'un coup, comment dire, euh, la- les mesures montrent que l'Amérique s'éloigne, et c'était, je ne sais plus en quelle année, dans les années 60, 68, je ne sais plus. C'est très tardif, quoi. Et immédiatement, ça y est, cette théorie refait surface. Mais comme on ne peut quand même pas appeler ça la théorie de Wegener, on l'a débaptisée. On l'a appelée la tectonique des plaques. Et dans les journaux, dans les revues scientifiques, on a fait un bel enterrement de première classe à Wegener. Et après est arrivée la tectonique des plaques. Tout le monde a oublié son nom. Oui, tout le monde a oublié son nom. C'est vrai que quand on parle, quand on mesure les intensités en ampères, ça permet de se souvenir de M. Ampère. Quand on parle des champs magnétiques en Tesla, ça permet de se souvenir de M. Tesla. Volt, je crois que c'était quelqu'un aussi. Quoi? Volt, c'était pas quelqu'un? Ben oui, bien sûr, M. Volt. Volta. On appelait ça le Volt, puisque ça vient de Volta qui a inventé les piles. Et alors, comment ça s'est passé, le fait que tous ces gens reconnaissent qu'ils ont tort, finalement? Qu'ils n'ont pas eu à le reconnaître? Non. Non, il n'y a pas eu de reconnaissance. Ouais. Non, il y a personne. Wegener était mort, on n'est pas allé déposer des fleurs sur sa tombe, quoi, c'est tout. Alors, tout de suite, des gens ont créé des instituts de tectonique des plaques, dont par exemple M. Allègre, par exemple. Hein. Et ça a été. Tout s'expliquait, parce que si les plaques se chevauchaient, alors que ça gratouille, ça explique les tremblements de terre, ça explique le volcanisme. Alors on s'est mis à expliquer des tas de choses avec un type qu'on a complètement. Ça aurait été quand même un minimum d'appeler ça la théorie de Wegener. Il y a autre chose, c'est que l'histoire des sciences devrait nous permettre de nous rappeler que ce genre de choses ont eu lieu et donc d'être plus vigilants pour l'avenir, pour pas passer à côté de gens comme Wegener. Vous savez, vous parliez tout à l'heure de Volt, hein, Volta. Volta, on le considère comme l'inventeur de la pile. Mais il y a quelqu'un qui, justement, a été un peu un précurseur, j'en parle dans ma bande dessinée L'Ambre et le Vert, c'est Galvani, avec les courants galvaniques. Et il y a une époque où les gens s'amusaient à faire bouger des cuisses de grenouilles. Ça vient de là, se galvaniser? Se galvaniser, mais je veux dire que, je ne sais pas s'il y a... On a inventé une unité qui s'appelle le GAL, je crois que ça ne vient pas de là. Mais je veux dire que la contribution de Volta n'a pas été négligeable, mais dans l'invention de la pile, on parle de lui, Galvani est un peu passé sous silence. Il y a plein d'histoires comme ça. Oui, avec l'inventeur du téléphone, par exemple, c'était pas Graham Bell, c'était un Italien qui s'appelait Meucci ou quelque chose comme ça. Par exemple. Donc là, je crois qu'on n'en finirait plus de rechercher les injustices dans les paternités des uns et des autres. Et pour ce qui est de... Mais là, c'est plus grave quand même, c'est qu'on passe carrément à côté d'une théorie vraie, et donc on enseigne à des gens des théories fausses. Oui. Ça, c'est grave quand même. Oui, grave. Moi, j'ai cessé de considérer que le milieu scientifique est un milieu sérieux. Et je m'excuse, quand on voit la théorie du tout, il y a de quoi se mordre les pieds, quoi. C'est pas possible. Donc, je parlais de Souriau, du fait qu'il ait été éjecté de l'Académie des sciences. Les lauriers, ça se distribue comme ça. En ce moment, je n'ai pas envie de citer son nom, mais j'ai eu un ennemi déclaré, qui d'ailleurs avait été président du jury de ma thèse pendant longtemps. Et puis il a fini par mourir, et maintenant on n'en finit plus de nommer des salles à son nom, je sais pas, mais vous savez, c'est vraiment, on revient à Brassens, et comme il n'avait rien fait de mal, on lui fit les funérailles nationales. Oui, voilà, c'est un peu ça. Sauf qu'à l'époque, celui qui avait les funérailles nationales, c'était Victor Hugo. Donc il avait quand même fait des choses. Oui, il y a des tas de gens qui ont les funérailles nationales qui n'ont rien fait du tout. Et là, en science, alors, là, vraiment, il y a un truc à dire quand même, c'est que depuis 50 ans, figurez-vous qu'on n'a pas trouvé grand-chose. Non, mais je donne ça... En France ou généralement? Dans le monde. Je vais donner un exemple parce que c'est très important. Prenez l'époque 1895-1932. Pourquoi à cette époque-là? Parce que 1895, je crois que c'est l'émergence de la première théorie atomique, et puis 1932, c'est la découverte du neutron. Et quand on prend cette époque-là, si on avait eu une revue La Recherche ou Ciel et Espace, mais tous
tous les 3 mois, les gens auraient dit on a découvert la supraconductivité, on a découvert la mécanique quantique, on a découvert l'équation de Schrödinger. C'est effarant. Si vous teniez un journal des découvertes scientifiques pendant, ça fait donc 40 ans, pendant ces 40 années, c'est hallucinant. Maintenant, nous sommes en 2011, il y a 40 ans, c'était 70. Bon, ben, qu'est-ce qui s'est trouvé de fondamental et de mémorable depuis 1970? Que dalle! À part peut-être ce que vous avez trouvé vous, et Oui. d'autres qui ne sont pas reconnus. Bah oui, oui. Bon, bah. C'est vrai que je suis tellement méconnu que je finis par m'oublier moi-même. Non, c'est vrai que c'est assez grotesque. Ouais, bon. Bon. C'est vrai on a une sorte de devoir de réserve et de modestie, quoi. Enfin, moi, je crois que j'ai quand même réellement trouvé quelque chose. Oui, ce que vous me disiez, ces gens-là n'ont rien trouvé, alors, finalement. Si on avait à mettre sur la table ce qu'ils ont trouvé. Mais regardez, par exemple, un type qui m'a attaqué, qui est le politicien Riazuelo, Alain Riazuelo. Cherchez son site. Dans Internet, il n'y en a pas. Parce que dans un site, moi j'ai un site, j'ai une page Wikipédia, Jean-Pierre Petit, qui a donné lieu à assez d'affrontements entre pro-JPP et anti-JPP, ça. Mais quand même, quand on regarde ça, on se dit, tiens, il a fait ça, il a fait ça. Mais il n'y a pas de page Riazuelo, parce qu'il n'y a rien à mettre dedans. Donc vous avez votre réponse sur la postérité. Oh oui, enfin bon. C'est une postérité de votre vivant, en plus. Sauf que enfin bon, c'est vrai que j'ai une page Wikipédia, mais Blanchard a essayé de faire une page de site et il n'y a pas grand-chose à mettre dedans. Et ces gens-là sont Monsieur Cosmologie en France. Et un type comme Blanchard, il fait rigoler Souriau. Non, Souriau, c'est un type on ne peut pas s'en moquer, c'est un grand bonhomme, quoi, c'est tout. Schneerowitz a fait des trucs formidables en mathématiques. Il y a des gens qui ont des contributions. Qu'est-ce qu'il pense, lui, Souriau, de la science depuis 50 ans, alors? Même chose. Il pense que ce sont des bandes. En fait, de nos jours, il y a d'abord cette idée des publications scientifiques. Quand vous prenez un type comme Riazuelo, mais il vous dira qu'il est incroyablement cité. Alors, c'est un truc, on se met une bande d'une vingtaine, et à ce moment-là, quand on écrit un article, on cite les 19 copains. Et ils font pareil, tout le monde fait pareil. Et comme c'est analysé par un ordinateur, vous avez un nombre de citations colossal, quoi. Vous êtes terriblement cité. Alors que quand on prend Jean-Pierre Petit, citer une fois ou deux, donc c'est pas bon, quoi. Alors, je suis un grand scientifique, dira Riazuelo, parce que je suis cité. Voilà, c'est pitoyable, un truc pareil. Et alors, comme j'ai été attaqué dans Wikipédia, moi je lui ai demandé, il a même publié, elle y est toujours, une page où il est censé analyser mes travaux de cosmologie dans le site de l'Institut d'astrophysique de Paris, l'IAP. Donc, il y a une page qui me discrédite comme ça, mais ça fait 5 ans qu'il y a, juste comme ça. Bon, alors moi, je lui ai dit, écoutez, j'aimerais vous répondre en séminaire à l'IAP. Je lui ai écrit à lui, 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai écrit au directeur de l'IAP en disant, j'aimerais pouvoir défendre contre ces attaques. Ou alors, il enlève la page. La page est toujours, pas de réponse. Parce que si je montais à l'IAP pour répondre, le petit Riazuelo, il ne ferait pas un round, c'est tout. Peut-être qu'il le sait, mais bon, j'ai le théorème facile, vous voyez. C'est exactement. Alors, bon, Et par contre, Riazuelo passe son temps devant son écran. C'est vrai que Wikipédia est un outil fantastique. Dès qu'on veut aborder un sujet, on a quand même énormément de renseignements. On va écrire un truc sur ceci, sur cela, sur le plan historique, sur le plan des données chimiques, physiques, etc., géographiques, parfait. Mais alors, au point de vue de la cosmologie, des sciences astrophysiques, là, c'est tenu par des Riazuelo compagnie, qui ont d'ailleurs des chiens de garde, qui sont des administrateurs, qui pilotent et qui permettent d'effacer ceci, d'effacer cela. Moi, je me rappelle sur Wikipédia, un type a mis, je me suis aperçu que le site Jean-Pierre Petit était cité 156 fois, j'ai tout viré. Alors, bon, dans mon site, il y a un aspect scientifique, puis il y avait aussi des aspects politiques. Bon, donc, on a fabriqué 2 sites. Il y en a un qui s'appelle MHD Prospect, c'est-à-dire prospective en MHD, et l'autre qui s'appelle Big Gravity Theory. Et à ce moment-là,
il n'y a que les contenus scientifiques. Donc là-dedans, on a pu mettre ça, quoi. Il a fallu citer ça. Mais autrement, il y a un rejet comme ça, un conflit. Je suis insupportable pour les scientifiques parce que j'ai touché à trop de domaines, j'ai fait trop de trucs. C'est pas admissible, un truc pareil. En plus, je fais les bandes dessinées. Donc c'est la prime au conformisme et puis un peu à l'unicité des... La jalousie. Parce que vous citiez aussi un gars qui avait reçu le prix Nobel très très tard. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Bah oui, Chandra Zécart. Mais alors, Chandra Zécart, vous savez, c'est extraordinaire. Il y a tellement d'anecdotes fantastiques. Il y en a une qui est marrante, par exemple, c'est qu'un jour j'ai traduit un livre de l'anglais. Et ce livre, c'est le livre sur les étoiles de la collection Time Life. C'est quand même prestigieux, la collection Time Life. Ça remonte à 25 ans, un truc pareil. Et à un moment, Time Life voulait faire traduire ses livres dans différentes langues, y compris le français. Alors j'avais un copain qui avait traduit le livre consacré à l'informatique, à ceci et cela. Et puis alors, l'éditeur lui avait dit, vous ne connaissez pas quelqu'un qui pourrait nous traduire le bouquin d'astronomie? Ah, si, Jean-Pierre Petit, il est astronome et bilingue. Je n'étais ni astronome ni bilingue, parce qu'en astronomie classique, j'étais plutôt nul. Mais c'était payé une fortune, quoi. C'était quelque chose que, ah oui, 4-5 000 € la traduction. Hein, boum. Donc, immédiatement, j'aurais traduit ça du chinois, pas de problème. Donc, j'ai traduit le bouquin de l'anglais. Ça ne veut pas dire que je sois très fort en anglais, mais j'avais une copine, enfin une amie qui était prof d'anglais, donc j'ai traduit ça comme je pouvais. Et puis elle m'a signalé 2-3 contresens qui m'évitaient de faire des bêtises, quoi. Puis j'ai appris plein de choses en astronomie là-dedans, et en particulier dans ce bouquin qui est vachement bien écrit, avec une iconographie épouvantable, mais le texte est magnifique. On parle de Chandra Zécart, et Chandra Zécart était le neveu de Raman. Les Indiens ont toujours été de grands scientifiques. Il y a l'effet Raman en mécanique quantique. Donc, en ce début de siècle, hein, en 1920, par là, eh ben, les Indiens étaient loin d'être à la ramasse par rapport aux Occidentaux, aux Européens, un point de vue physique théorique. Hein. Ils étaient, je sais pas, parce que leur pensée indienne était s'adaptait très bien à ce genre de choses. Et Chandra Zécart comment dire, s'est intéressé aux problèmes de relativité et d'astronomie. Et à un moment, sa famille a décidé de l'envoyer à Cambridge. Donc il a pris le bateau, parce qu'à l'époque, l'avion, ça n'existait pas. Donc il est parti. Et pendant la traversée, comme il s'embêtait, il a inventé la théorie. Je ne sais pas s'il est de naine blanche, un truc comme ça. Il y a un modèle sur un écart qui fait date, quoi. Et le voilà qui arrive là-bas avec ce modèle. Et c'est un Indien qui est très sombre, quoi. Il est vraiment chocolat, mais avec un beau costume, une belle cravate, un costume 3 pièces, une timidité épouvantable. Et là-dedans, il ne sait pas trop quoi foutre. Finalement, il finit par rencontrer un gars, je ne sais pas comment il s'appelle, Fowler, quelque chose comme ça doit être ça. Et donc, il sympathise, et le jeune était copain avec Eddington. Et Eddington, c'était c'est vrai que c'est une pointure, ce type. Il a vraiment trouvé des trucs formidables. Et Eddington était un grand scientifique anglais, membre de l'Académie royale d'astronomie, et puis en plus très médiatique. Il avait tout pour lui. C'était Hubert Reeves plus Feldman, quoi. Bon, voilà. Et l'anglais présente Chandra Zécart à Eddington, qui trouve que ce petit Indien, finalement, n'est pas bête du tout. Et voilà Chandra Zécart qui, après 6 mois passés à tourner en rond, se trouve approcher la table du grand homme et tout. Et l'entourage Chandra Zécart disait, bon, ce serait quand même bien que la thèse, le travail théorique de Chandra Zécart puisse un jour passer. Donc une année, ils choisissent les assises de l'Académie royale d'astronomie, présidée par Eddington, et on s'arrange pour que Chandra Zécart fasse un exposé de cette théorie comme ça en salle. Donc à ce moment-là, si Eddington approuvait ce travail, c'était l'équivalent d'une soutenance de thèse, quoi. Ça y est, c'était fini, publication et compagnie. Et Chandra Zécart fait son exposé, et à la fin, Eddington dit « Je ne suis pas très sûr que ce mariage entre la relativité et la gravitation soit très catholique. » Simplement, il a dit ça. Et tout le monde a empilé du bonnet,
Et Chandra Descartes ne pouvait pas dire, écoutez, dites-moi ce que vous avez derrière le cœur. Non, non, ça a suffi. Ça a cassé Chandra Descartes complètement. Et tout le monde est venu le trouver en disant quel dommage. Et en fait, il n'en a jamais voulu à Eddington. Eddington avait sorti ça comme ça. Et il s'est rendu compte que cette théorie passerait pas. Alors, il s'est tourné vers la théorie synthétique des gaz, et c'est là qu'il s'est tourné vers les travaux que moi j'ai fait après, quoi, avec son bouquin Stellar Dynamics qu'il a écrit, etc. Il a décidé d'écrire un livre parce qu'il était barré, il était bloqué, quoi. Et après, on lui a flanqué le prix Nobel pour ce travail-là, mais X années après, je crois qu'il avait 80 ans, quoi. Pour quel travail? Ben, ce truc sur la structure des étoiles. Donc pas pour ce qu'il avait présenté à Eddington. Si. Après, ça a été connu, mais après, je crois qu'on s'est dit, oh, ben quand même, vous pourriez donner le prix Nobel. Donc, on l'a fait pour ça. C'est quand même être récompensé 40 ans après la découverte, c'est un peu. Mais il y a un autre personnage comme ça, je ne sais pas si je vais me rappeler de son nom, mais il y a eu un film qui a été tiré de ça. C'est un génie, enfin, ça a été tourné par Hollywood. C'est un gars qui avait travaillé dans les calculs pour les calculs de bourse et tout l'aspect financier, et il a reçu le prix Nobel effectivement à quelques années de sa mort. C'est quelqu'un d'assez dérangé par ailleurs. Non, c'est vrai. Il a failli tuer son enfant, etc. Mais c'est vrai que moi j'ai connu Grothendieck, immense mathématicien, alors dérangé comme jamais. Hein. Et Grothendieck est d'origine hollandaise et il a fondé la géométrie algébrique. Et l'œuvre de Grothendieck en mathématiques, ça fait cette longueur-là, quoi. C'est incroyable. Et je ne sais pas plus comment j'ai fait pour faire sa connaissance. Il habitait pas loin, il était près de Carpentras. Et Grothendieck avait, je ne sais pas s'il n'avait pas fondé l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette, dont il a été le directeur pendant très longtemps. Et c'est un immense mathématicien, et quand même, Bure-sur-Yvette, l'Institut des hautes études, c'est la Mecque française de la science. Quand un prix Nobel vient en France, il vient à Bure-sur-Yvette, hein. Il ne vient pas ailleurs, quoi. Et là, on a des très grands cerveaux, donc Grothendieck était la vedette. Parce que lui, il sortait un théorème tous les 15 jours. C'est effrayant, quoi, la productivité d'un bonhomme pareil, quoi. Et à un moment, quelqu'un est arrivé en disant, voilà, on a une lettre des militaires qui voudraient nous donner, je ne sais pas, 2000 € de crédit. Et Grothendieck était antimilitariste, militant, mais à un point qu'on ne peut pas imaginer. Il m'a dit un jour, je préfère être fusillé plus que porter un uniforme, carrément. Et à ce moment-là, Grothendieck dit aux autres, pas question qu'on accepte un sou des militaires dans cet institut. Et les types disent, écoute, ça paye le papier, on va pouvoir changer la photocopieuse, sois pas si braqué. Et Grothendieck leur dit très sèchement, écoutez, on va procéder à un vote, et si les gens acceptent cet argent, je démissionne. Les gens n'ont pas cru à cette menace. Ils ont voté à une voix de majorité, ils ont accepté les sous. Le lendemain, les gens arrivent à l'Institut des hautes études, bureau vide. Et alors il y a des gens qui arrivaient, on a rendez-vous avec M. Grothendieck, disparu. Et à ce moment-là, au bout de 2-3 jours, ils se rendent à son appartement, vide. Il avait rendu les clés, il a foutu disparu complètement, il s'est volatilisé. Et l'Institut de Bure-sur-Yvette complètement déboussolé, se disant mais qu'est-ce que est devenu notre directeur? Et il a disparu, et moi j'avais retrouvé sa trace tout fait par hasard, et pour essayer de lui remettre la main dessus, on lui a filé un prix scientifique, je ne me rappelle plus lequel, mais bon, il avait déjà la médaille Fields depuis longtemps, ça n'y a pas de problème. Alors plus la médaille Fields, on lui a filé un autre prix. Il y a eu un article dans Le Monde, donc il avait je ne sais combien d'argent qui était... Et il a répondu qu'il n'avait absolument pas besoin de cet argent, qu'il n'avait rien à foutre. Donc moi j'ai trouvé curieux qu'un type reçoive un prix scientifique avec une telle quantité d'argent. Je crois que j'ai dû lui écrire à travers Le Monde et que ça lui a su... Enfin je sais pas comment je l'ai joint, mais il était... comment s'appelle ce petit village? C'était devenu une sorte d'ermite, c'est-à-dire qu'il habitait dans une petite ferme de rien du tout, puis il cuisait son pain,
Il était très écolo et tout ça, et il avait une grande barbe. Il avait tiré un trait sur la science. Oh là là, terrible, complètement. Et moi, je l'ai fréquenté, je l'ai vu plusieurs fois, on est devenus très copains. Et même, je dirais la chose suivante, c'est que quand on a créé le Gesto, l'espèce d'association, il m'a même fait une lettre d'appui signée Grothendieck, médaille Fields, vous voyez. C'est presque à mettre sous verre, un truc pareil. Et puis, les gens l'ont serré de près et sont aperçus qu'il habitait là-bas. Est-ce que le nom du village m'en reviendra? Je ne saurais jamais. Et il a disparu. Et je crois qu'il a foutu le camp dans les Pyrénées, mais là, on ne sait même pas s'il est mort ou vivant. Et aujourd'hui même. Ah, aujourd'hui même. On ne sait pas s'il est mort ou vivant. Il a des enfants qui ne savent pas où il est non plus. Oui. Et un jour, il y a une fille qui m'a téléphoné. C'était une combine montée par des bateaux français. Et elle a prétendu qu'elle était la fille naturelle de Grothendieck, qu'elle voulait retrouver son père. Elle pensait que j'avais son adresse. Non, mais vous voyez cette histoire de la disparition brutale de ce géant des maths, c'est assez incroyable. Et ça me fait vous demander, pour vous, quel est le plus grand scientifique que vous ayez eu à rencontrer ou à côtoyer? Bon, j'en ai raconté plein, Bon, déjà, Souriau, c'est quelque chose, en maths, ça, c'est formidable. Mais j'ai connu Zwicky. Zwicky, qui est l'inventeur de supernovae. Et une année, Zwicky est invité comme personnalité invitée à un colloque à Marseille de physique. C'était un type de grande taille. Et quand j'ai traduit le bouquin sur les étoiles de Time Life, on parle beaucoup de Zwicky, on en parle dans tous les bouquins d'histoire des sciences, de l'astronomie, parce que c'est un type qui, en 1932, je crois, au Caltech, a fait un exposé en présentant les supernovas. En disant, voilà, les étoiles de masse de plus de temps doivent avoir telle durée de vie, elles explosent, quand elles explosent, ça dure tant de jours, il se passe ceci, il y a tout décrit. Tu me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas des étoiles qui explosent, regarde le ciel, c'est calme. Alors, Zwicky a pris un petit télescope comme ça, et il a... Parce qu'une supernova, c'est quoi? On fait une photo de galaxie, tout d'un coup, boum, il y a un petit point brillant qui apparaît. C'est tellement lumineux que ça apparaît, puis après ça disparaît. Donc il a pu faire plusieurs photos comme ça, où il y avait une tache qui apparaissait. Et les gens lui ont dit non, c'est un défaut de la pellicule. Je veux dire, pour arriver à la... Et voilà un type qui aurait dû avoir le prix Nobel, il n'y a pas de problème. Et pourquoi ne l'a-t-il pas eu? Parce que c'était pas un diplomate. Hein. Et dans le bouquin Time Life, j'ai traduit ces phrases-là. Zwicky avait inventé une expression qui était spherical bastard. Bastard, c'est le con, quoi. Hein, et spherical, c'est sphérique. Et pour Zwicky, un con sphérique, c'est un type qui est aussi con, quel que soit le domaine à travers lequel on l'apprend. Ensuite, il impressionnait beaucoup ses collègues parce qu'il est capable de faire des pompes sur une seule main, quoi. Et il travaillait avec un astronome, je crois que c'est Bain, qui avait toujours peur qu'il lui foute un coup, quoi. Vraiment, c'est un personnage hors du commun, complètement. Donc, comme vous dites, avoir rencontré des gens, c'est sûr que... J'aurais bien aimé rencontrer Sakharov, mais Zwicky... Alors, quand Zwicky est venu à Marseille, moi, j'étais jeune chercheur, et on a discuté ensemble, et on s'est tout de suite entendu comme la roue en foire, et on a fait une croisière en bateau aux Ambiers. Et j'ai passé toute la croisière à discuter avec Zwicky pendant que tous les profs de Marseille faisaient la gueule, parce qu'il y avait un jeune astrophysicien qui discutait. Zwicky avait une vision explosive de l'univers, il parlait en faisant des grands gestes. C'est vrai que les supernovas, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me rappelle, moi j'avais cité sur You un jour, j'ai dit que je devrais écrire un livre qui serait 50 ans de non-physique. Et c'est vrai que, même déjà à cette époque-là, mais à fortiori dans les 40 dernières années, il n'y a rien, quoi. Et là, je reprends ses propres paroles, j'ai dit la même chose. Les dernières grandes découvertes, c'est les années 50. C'est Feynman, quoi. C'est vrai qu'il y a eu des avancées phénoménales, puis après, les avancées, on les cherche. Il n'y a plus grand-chose. Alors moi, petit candidat, mais bon, Mais ceux qui ont les prix Nobel, quand même, ils découvrent des choses. Quoi? Ceux qui ont les prix Nobel de médecine, de physique. Oui, mais attendez, il y a un truc, c'est que quand je dis que les choses ne progressent pas, il faut se dire une chose, c'est qu'il y a
la physique fondamentale, il y a la technologie. Et en technologie, les progrès sont phénoménaux. Regardez les microprocesseurs. Oui, les prix Nobel, c'est pas la technologie, c'est la théorie. Il y a beaucoup de prix Nobel qui sont donnés. Regardez Sherpak, il a eu un prix Nobel un appareil de mesure, quoi. Et Pierre-Gilles de Gênes, par exemple? Ben là, c'est un prix Nobel donné pour un ensemble de travaux, à la fois théoriques et expérimentaux, sur les cols, sur les surfaces, etc. Donc, ce sont des travaux sophistiqués, intelligents, performants, mais qui n'ont peut en rien être comparés à des grands sauts qualitatifs comme il y a eu avec Feynman ou avec ces gens dans les années 30. C'est ça que moi je dirais, j'aurais aimé vivre en 1915, quoi. Parce que là vraiment on pouvait trouver des patrons qui nous fascinaient. Vous savez, il y a un type qui s'appelle Summerfield qui était recteur de je ne sais quelle université et il a un discours très connu, très célèbre où il dit cette année nous allons commencer les cours et notre université est en pleine reconstruction. On entend partout les tirs de mines. Et ce que je vais vous enseigner à cette rentrée se révélera peut-être une connerie complète l'été prochain. Et le type était ravi parce que... C'est ça la science. Mais oui, c'est ça. Mais oui, et c'est ça. C'est ça. Avoir des certitudes, mais savoir changer de certitude. Mais là vous vous rendez compte de ce qui se passait dans ces années, début de siècle, ces bouleversements, ces discussions scientifiques absolument hallucinantes. Mais est-ce que les années avant, par exemple 1880-1905, il y avait ce bouleversement? Non. Il y a eu des bouleversements. C'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne. Il y a des bouleversements, puis il y a une stase, ça s'arrête. Et Solow me disait un jour que ça correspondait à un truc, les gens créaient les outils conceptuels, puis après on avait des applications technologiques. Et pour lui, c'est un peu ce qui s'est passé entre 1800 et 1900. Il y a eu des tas de découvertes comme Volta, la pile et tout ça. Et puis après, il y a la révolution industrielle qui correspond finalement à une exploitation technologique des choses. Puis après, on a une crise. Il y a une époque où les scientifiques croyaient qu'ils avaient tout trouvé, quoi. Je ne sais plus comment s'appelait ce type qui disait qu'il n'y avait plus qu'à rajouter des chiffres après la virgule, quoi. Puis après, il y a eu des crises conceptuelles majeures et la relativité, c'est un truc, vous savez d'où ça est né, ce truc-là. C'est Poincaré. Oui, mais surtout, il y avait l'expérience de Michelson. On a, par exemple, vous êtes sur un wagon de chemin de fer, qui roule à 100 km/h, et puis vous avez un pistolet à bouchon, et vous avez deux types qui sont à 20 mètres devant et 20 mètres derrière avec un micro. Et à ce moment-là, vous tirez avec votre pistolet à bouchon, et votre onde sonore se propage dans de l'air qui est en mouvement. Et à ce moment-là, vous avez à l'intérieur un système d'enregistrement qui vous permet de mesurer le temps de propagation. Donc à ce moment-là, vous n'allez pas trouver le même temps, suivant que l'onde sonore remonte vers la personne, au contraire. Bon. Et à ce moment-là, Michelson et Morley se sont dit, on aimerait savoir comment se meut la Terre dans l'univers. Hein. Elle tourne autour du Soleil, et le Soleil tourne autour des galaxies, et les galaxies, et quoi il y avait l'idée qu'il devait y avoir un éther, et que tout ça, ça devait être en mouvement par rapport à l'éther. Il y avait un contenant universel, quoi. Et la bonne solution, c'était de se dire, il y a au moins un mouvement dont on est sûr, c'est la rotation de la Terre. Hein. Et à ce moment-là, on va faire une mesure de vitesse de la lumière dans un sens et dans l'autre, on ne va pas trouver le même temps, déjà. Et ils font cette expérience, ils trouvent strictement le même temps, ce qui est absurde. Donc là, voilà quelque chose qui collait plus. Il fallait tout remettre par terre. C'est comme le ralentissement des sondes pionnières. Là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas contourner, on ne peut pas raconter qu'il n'y a pas une erreur dans l'instrument de mesure. Donc, il y a un saut paradigmatique, pour employer le mot exact, à faire. Et le saut paradigmatique
de la relativité des restats, il est fabuleux, parce que ça se résume à l'idée que nous ne vivons pas dans un univers qui a la géométrie qu'on lui prêtait. Au lieu d'avoir une géométrie euclidienne, eh bien, il y a une géométrie riemannienne hyperbolique. C'est des mots très bizarres, mais c'est une refonte de la pensée, de la structure géométrique dans laquelle on vit. Et moi, je dirais même que les grands sauts scientifiques qu'on fait à toutes les époques sont synonymes de changement dans les visions géométriques. Géométrie, bon, c'est la reine des sciences, mais de toute façon, elle accompagne ou elle est le support de changements profonds. Et c'est comme dans les montres, vous changez de géométrie. Et c'est ça. Et là, Et selon vous, quel sera ou quel devrait être le prochain saut paradigmatique en science? Alors, tiens, qu'on l'a soulevé. C'est-à-dire qu'il y en a déjà un qu'on a fait, qui consiste à admettre qu'il y ait d'autres planètes. Hein, et là, c'est extraordinaire. Si vous pouviez être témoin des discours des astronomes, il y a 20 ans, il y avait des gens qui disaient, mais pas sûr que la planète Terre soit pas la seule planète de l'univers. Puis après, c'est pas sûr que la vie n'ait pas existé seulement sur la Terre. Il y avait un géocentrisme, mais de folie complète, quoi. Hein. Et là, la découverte d'exoplanètes complètement exponentielle, quoi. On en découvre une, puis maintenant on va être un jour à 10 000, on ne saura plus à quoi en faire. Puis après, on découvrira des exoplanètes qui sont dans la bande de l'eau. Donc, et là, à ce moment-là, les calculs. Vous savez, il y avait dans le temps une formule qui s'appelle la formule de Drake. Et là, c'était probabilité pour que la vie existe. Alors, probabilité pour qu'il y ait une autre planète, probabilité pour que la planète soit bien placée. Probabilité et il y avait tout ça, un produit de probabilité, et l'astrophysicien disait, vous comprenez, il suffit qu'une de ces probabilités soit trop faible pour que ça n'existe pas. Là, la probabilité, c'est 1, c'est tout, c'est idiot. L'idée qu'on soit les seuls dans l'univers, après, il y aura un autre saut conceptuel que des gens ne sont peut-être pas capables de faire, on n'était peut-être pas les plus malins. Vous vous rendez compte, pour des scientifiques et des philosophes, s'imaginer qu'on ne puisse être qu'un chaînon dans une chaîne évolutive où il y aurait des êtres qui sont beaucoup plus intelligents que nous, c'est difficilement admissible. Oui, puis il y a peut-être autre chose, c'est qu'on est ramené à l'époque de Galilée où l'Église ne voulait pas admettre que l'homme n'était pas le centre de l'univers. Ou... Bah, écoutez, moi je me rappelle du journaliste, comment s'appelait mon copain là, qui avait interviewé un jour un évêque en lui montrant le film sur une prétendue autopsie d'un extraterrestre. Et il lui disait, mais qu'est-ce que vous pensez de l'éventualité d'une vie extraterrestre? Il dit, ben, répondu, vous savez, moi je suis tout à fait prêt à admettre que le Christ soit mort en croix pour les autres. Et donc même, ça, voilà, boum. Donc vous avez une situation, pour ce type-là, il y a la conception christique, le Christ. Je ne veux pas dire que le Christ ne soit pas d'une nature transcendante, tout à fait possible, mais l'idée qu'il soit mort en croix pour l'ensemble. Vous savez, quand on essaye de chiffrer le nombre d'êtres vivants dans le cosmos, alors déjà nous on est plusieurs milliards dans une planète, quand on regarde le nombre de planètes qui peuvent exister, le nombre de galaxies, c'est effarant, quoi. Moi, ce jour-là, j'ai cessé de croire au Père Noël, parce que je me suis dit, il ne peut pas visiter tout le monde en une seule nuit, c'est pas possible. C'est vrai, c'est voilà un bon argument pour douter des visions du Père Noël, parce que c'est pas possible. Et là, voilà ce type qui dit, le Christ est mort en croix pour tout le monde, quoi. Donc là, mettez-vous à la place des Juifs avec leur terre promise. Mais on est peut-être les... Ça relativise. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pour ça que le saut paradigmatique, il est phénoménal, il n'est pas que scientifique. C'est un immense éclat de rire. On a envie de crier, y a-t-il un philosophe dans la salle? Trouvez-nous quelqu'un qui soit capable de réfléchir, parce que
on est au bord du vertige. En plus, si on est visité, rappelez-vous ce que je racontais tout à l'heure sur les papous, avec les gars qui emmènent le papou en avion pour l'amener à Port Moresby, c'est effarant. Ben, peut-être qu'un jour, on prendra un terrien, on l'emmènera quelque part, et il arrivera dans un monde qui sera aussi différent que le cœur de la Papouasie, d'une ville côtière à l'époque. Donc, le saut paradigmatique, c'est de se dire, nos connaissances sont peut-être un petit chaînon de rien du tout.